Le faucheur est connu comme l'être qui guide les âmes des morts. Le dieu de la mort avait déclaré que tout faucheur qui parviendrait à guider 10 000 âmes serait récompensé par un seul vœu. Après un certain temps, un tel faucheur se tenait devant le dieu de la mort qui lui demanda s'il avait enfin réussi à rassembler les 10 000 âmes. Le faucheur nommé Kai répondit par l'affirmative. Le dieu de la mort lui assura alors qu'il tiendrait sa promesse et lui accorderait tout souhait qu'il désirerait. Le souhait de Kai fut surprenant car il demanda à quitter son travail de faucheur. Le dieu de la mort fut déconcerté par cette demande, lui expliquant qu'abandonner son rôle de faucheur signifiait que sa raison même d'exister disparaîtrait et que son destin serait l'anéantissement complet. Mais Kai, qui avait atteint un niveau d'épuisement insupportable, répondit que ce destin lui convenait parfaitement. Sur sa demande, le dieu de la mort accepta de l'accorder. Et à ce moment-là, l'existence de Kai était censée disparaître complètement. Mais contrairement à ses attentes, il se retrouva à ouvrir à nouveau les yeux. Il était allongé sur un lit tandis qu'un homme et une femme l'appelaient avec empressement jeune maître Cien, exprimant leur joie qu'il ait enfin repris conscience. La femme se hâta d'informer le comte tandis que l'homme essayait de vérifier son état et de lui demander s'il ressentait une gêne. Kai regarda le corps de Cien avec ses cheveux blancs et ses yeux violets, déconcerté et se demandant pourquoi il était revenu à la vie après avoir souhaité l'anéantissement. Pour comprendre ce qui se passe, la scène remonte 17 ans en arrière dans une forêt sombre la nuit où deux hommes armés ont réussi à trouver une esclave en fuite et son enfant. Les hommes ont parlé grossièrement à la mère, affirmant qu'elle se trompait si elle pensait pouvoir leur échapper. La mère les supplia en larmes, admettant son erreur, motivée par sa crainte que son enfant ne vive une vie d'esclavage comme elle. Elle les supplia de la tuer s'ils le souhaitaient, mais de laisser son enfant tranquille. L'un des hommes lui dit froidement de ne pas s'inquiéter. Il ne tuerait pas l'enfant. Puis ajouta avec un sourire cynique, se demandant pourquoi il tuerait un atout précieux, il expliqua d'un ton dur qu'il prendrait l'enfant et le réduirait en esclavage jusqu'à la mort, tout comme sa vie l'avait été. La mère s'effondra en imaginant le sort brutal qui attendait son bébé, à qui elle avait espéré donner une vie digne en tant qu'être humain. Au plus profond de son désespoir, elle s'interrogea sur la raison de leur vie misérable et éleva la voix en prière, suppliant toute puissance, que ce soit un dieu, un ange ou même un diable, d'intervenir et de sauver son enfant. À ce moment-là, un homme mystérieux à l'apparence majestueuse apparut, appelant la mère par son nom, Miru. Les deux soldats furent surpris par son apparition et lui demandèrent qui il était et qui l'avait envoyé. L'homme les ignora et leur dit poliment qu'il n'avait pas beaucoup de temps et qu'il parlerait d'abord à la femme puis répondrait à leurs questions. Les soldats sentirent un frisson froid leur parcourir l'échine comme s'ils étaient sur le point de mourir. L'homme mystérieux passa avec assurance devant les soldats terrifiés et se tint devant Miru, qui était agenouillée sur le sol, serrant son enfant dans ses bras. Il lui offrit un marché, promettant de lui accorder un vœu. Et en retour, elle devait lui donner une chose qu'il voulait. Il a ensuite révélé sa requête, lui demandant de lui donner son âme. Alors que Miru tenait son enfant, elle murmura son dernier souhait à l'homme mystérieux qui se tenait devant elle. Après l'avoir écouté, l'homme, entouré d'une aura céleste, déclara qu'il comprenait son désir et que le contrat entre eux était scellé. À ce moment, un sourire de contentement apparut sur le visage de la mère alors qu'elle serrait son bébé dans ses bras avant de tomber sans vie au sol, tandis que l'homme prenait l'enfant dans ses bras. Quand les soldats ont vu la scène, ils ont crié à l'homme en exigeant de savoir ce qu'il faisait, insistant sur le fait que l'enfant était leur propriété, et lui ordonnant de le laisser et de partir immédiatement. Mais l'homme, tenant maintenant l'enfant, s'excusa calmement et leur dit qu'il ne pouvait plus le leur remettre. Les soldats se sont mis en colère et ont décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de le tuer pour s'être immiscé dans leurs affaires, et ils se sont précipités vers lui pour l'attaquer. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, ils se sont soudainement figés sur place, découvrant avec horreur qu'ils étaient incapables de bouger leur corps. L'homme a alors calmement énoncé la deuxième règle des faucheurs, qui stipule que quiconque interfère avec son travail, il a le droit de le tuer. Les soldats ont paniqué alors que leur corps commençait à bouger contre leur volonté, et ils ont crié, le suppliant d'arrêter. Par une force invisible, ils ont été contraints de pointer leurs épées l'un vers l'autre. Et en quelques instants, ils se sont portés des coups mortels tout en criant qu'il arrête. Après la chute des soldats, l'homme est resté debout tenant l'enfant, regardant le corps sans vie de Miru. Une faible lumière émanait de son corps, qui était son âme, et montait vers le ciel alors que l'homme nous disait que c'était la 9999e âme qu'il avait collectée. Il regarda le bébé qui tendait sa petite main vers son visage et murmura pour lui-même qu'il avait accepté un souhait pénible, puis s'éloigna en réalisant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. 16 ans plus tard, une jeune fille aux cheveux roux appelait quelqu'un en tant que appât et demandait s'il était à la maison, et une voix de l'intérieur répondit qu'il l'était. La fille, nommée Jazette, entra en portant un panier et se plaignit que Kai ne l'avait pas accueilli chaleureusement. Kai répondit froidement, lui demandant s'il ressemblait à un vieil homme qui n'entendait pas bien, lui assurant qu'il pouvait l'entendre même si elle l'appelait doucement. Il ajouta ensuite qu'il était illogique de l'accueillir chaleureusement à chaque fois, surtout qu'elle lui rendait visite plusieurs fois par jour. Joseph protesta, disant que n'importe qui d'autre serait heureux de la recevoir et l'accueillerait chaleureusement. Alors Kai suggéra froidement qu'elle aille les voir alors. Joseph devint agité et lui dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire,
admettant finalement qu'elle souhaitait juste que Kai lui montre plus d'affection. Pendant ce temps, Kai était occupé à sculpter une statue en bois, ignorant ces mots. Joseph se jeta sur le canapé, mais Kai la gronda immédiatement, lui ordonnant de ne pas s'allonger avant de s'être lavé les mains et les pieds, ce qui la fit se plaindre qu'il était une personne très stricte. Il lui demanda alors pourquoi elle lui rendait visite. Elle lui dit que sa mère n'allait pas bien et que son bras gauche lui faisait mal depuis la nuit dernière et la dérangeait encore même après son réveil. Kai arrêta de sculpter la statue en bois et promit qu'il passerait plus tard à leur maison pour voir comment allait sa mère. Joseph le remercia abondamment, exprimant sa profonde gratitude pour son aide constante, puis lui dit qu'elle allait à la montagne pour cueillir des herbes. Après le départ de Joseph, Kai se rendit chez elle. Sa mère, que Kai appelait Miro dans sa tête, le salua et lui offrit du pain qu'elle venait de faire. Kai la regarda, puis claqua des doigts, et la femme se figea immédiatement sur place et perdit connaissance avant de tomber au sol comme une poupée sans vie. Kai s'approcha de son corps sans vie, l'examina et pensa qu'il avait fait une erreur en la fabriquant avec du bois bon marché, car le bois avait déjà commencé à pourrir. Alors qu'il utilisait un pouvoir mystérieux de sa main pour examiner la cause de la décomposition, Joseph revint soudainement et le trouva dans cet état au-dessus du corps de sa mère. Lui demandant sous le choc ce qu'il faisait, Kai pensa qu'il avait fait une erreur car il était tellement concentré sur le processus de réparation qu'il ne l'avait pas entendu arriver. Joseph supposa qu'il était venu soigner sa mère comme il l'avait promis. Kai confirma que c'était elle qui lui avait demandé de venir. Joseph fut surpris de la rapidité avec laquelle il était arrivé et remarqua que sa mère n'était pas à la maison, puis s'interrogea sur la grande poupée allongée sur le sol, soulignant qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Les fils choquants de la vérité commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Joseph. Elle associa la poupée à la plainte de sa mère concernant une douleur au bras gauche. Elle se souvint de ce qu'elle lui avait dit plus tôt à propos de sa mère et demanda timidement à Kai si cette poupée était vraiment sa mère. Comme il restait silencieux, son horreur grandit. Elle insista sur la question alors qu'il restait silencieux, et elle le supplia de ne pas lui dire que ce morceau de bois était la cause de la douleur de sa mère. Le silence de Kai confirma ses soupçons, et elle demanda paniquée si sa mère n'était qu'une poupée. Elle réalisa toute l'horrible vérité. Ce qu'elle pensait être un traitement n'était rien d'autre que le remplacement de pièces dans une poupée. Puis son choc s'étendit à tous les habitants du village, se demandant si Kai avait guéri tout le monde de la même manière. Elle recula, le suppliant de tout nier. Kai décida qu'il ne pouvait plus cacher la vérité et qu'il devait être honnête avec elle, d'autant plus qu'elle était maintenant assez mature pour comprendre que ce qu'il avait fait était logique. Il claqua à nouveau des doigts, lui révélant une scène horrible qui montrait la vérité sur tous les villageois. Jazette lui demanda sous le choc s'ils étaient tous des poupées. Kai lui confirma que c'était exactement comme elle le voyait, et que la personne qu'elle connaissait comme sa mère et tous les habitants de ce village n'étaient que des poupées de sa création. Cette confession choquante incita Josut à l'interroger sur sa véritable identité. Kai commença à expliquer ce qui s'était passé, précisant qu'il y a 16 ans, sa mère avait conclu un accord avec lui, pariant son âme juste avant de mourir. Le souhait de sa mère était que sa fille, Josette, vive une vie où elle ne serait pas blessée par les gens et ne vive pas une vie humiliante comme la sienne, mais qu'elle soit aimée de tous. Kai ajouta qu'il savait que même les saints ne pouvaient pas vivre une vie remplie uniquement d'amour parmi les humains. Et pour cette raison, il créa un village entier juste pour elle, un village qui garantirait qu'elle ne serait jamais blessée. Josette s'effondra et lui demanda désespérément s'il voulait dire que toute sa vie avait été un mensonge. Elle se demanda en quoi elle était censée croire et aimer maintenant, si sa mère, tous les habitants du village, et même lui, n'étaient qu'un faux spectacle de marionnettes. Au milieu de son désespoir, elle commença à douter de sa propre existence, se demandant si elle-même était une personne réelle. Elle demanda directement à Kai si elle était aussi une poupée de sa création. Kai la rassura et confirma qu'elle n'était pas une poupée, lui rappelant qu'il avait créé tout le village pour elle. Mais Joseph ne pouvait plus croire rien de ce qu'il disait. Dans une tentative désespérée de prouver sa réalité, elle saisit un poignard et exigea une preuve qu'elle n'était pas une poupée. Elle se coupa légèrement le cou, et quand elle vit le sang couler, elle confirma avec soulagement qu'elle avait toujours été une vraie humaine. Elle tomba dans ses bras et lui demanda pourquoi il avait fait tout cela. Il répondit par une question, lui demandant si sa vie jusqu'à ce moment avait été misérable. Josut admit qu'elle avait été heureuse, mais elle réalisa que tout ce bonheur était un mensonge. Elle ne pouvait supporter l'idée que tout ce qu'elle aimait était faux. Elle le regarda tristement et proposa de faire un marché avec lui également. Elle répéta qu'elle voulait aussi faire un marché. Kai l'avertit que le prix du marché était son âme, mais elle insista pour aller de l'avant, alors il lui dit d'énoncer son souhait. Elle lui dit son souhait, disant qu'il était la seule personne réelle dans sa vie. Et s'il l'oubliait aussi, plus personne au monde ne se souviendrait d'elle. Alors elle le supplia de se souvenir d'elle pour toujours et demanda en larmes si sa requête était trop importante. Ces mots touchèrent Kai, alors il accepta le marché déclarant que le contrat était scellé. Joseph le remercia avec soulagement, puis tomba au sol après que sa vie l'eût quitté, son âme devenant la 10 millième âme collectée par Kai. Après la mort de Joseph, Kai brûla le village qu'il avait construit pour elle, croyant qu'il était devenu un endroit inutile sans elle, et il prit rapidement feu. À ce moment,
Kai remarqua le dieu de la mort, Shano, qui observa que Kai semblait plus triste que d'habitude. Shano se demanda si Kai avait des sentiments spéciaux pour cet enfant, mais Kai le nia. Kai demanda à Shano de tenir sa promesse. Après que Shano ait fait semblant d'avoir oublié, il rit, disant que, bien sûr, il se souvenait. Après avoir vu le visage en colère de Kai, Kai lui rappela la promesse qu'il avait faite. Pour lui accorder un souhait après avoir guidé la 10000 âmes, Shano expliqua qu'il en avait fait une règle générale pour améliorer l'efficacité des autres faucheurs, puis accepta d'accorder le souhait de Kai et lui demanda de l'énoncer. Le souhait de Kai était de quitter son travail. Il répéta à nouveau sa demande. Shano fut surpris et lui rappela qu'abandonner son rôle de faucheur signifiait son anéantissement, mais Kai répondit qu'il avait déjà affronté la mort 10 000 fois. Et quand Shano lui demanda s'il était fatigué, Kai le confirma. Il est révélé ici que Kai était un faucheur unique. Lorsqu'une âme humaine est choisie pour devenir un faucheur, elle perd tous ses souvenirs et se transforme en un sinistre faucheur, mais Kai a conservé tous ses souvenirs. Cette différence est ce qui l'a conduit à adopter l'approche des accords dans son travail. Au lieu de forcer les âmes à le suivre ou de les laisser périr, il leur accordait leur dernier souhait pour les guider paisiblement, permettant même aux âmes mortes injustement d'accepter leur destin. Mais ses sentiments humains l'épuisaient et le blessaient constamment, le fatiguant plus vite que les autres. Revenant au présent, Shano demanda à Kai une dernière fois s'il voulait reconsidérer, mais Kai insista sur son souhait. Shano accepta de lui accorder son souhait, et Kai le remercia. Shano l'avertit de ne pas le regretter plus tard, puis lui fit ses adieux avec les mots énigmatiques, à bientôt. Kai était perplexe face à ces mots, croyant qu'il ne le reverrait jamais après sa mort. Mais au lieu de l'anéantissement, il sentit une lourdeur dans son corps et se retrouva à entendre des voix autour de lui. Des médecins discutaient de l'état d'un patient, disant que sa simple respiration était un miracle. Puis soudain, l'un d'eux remarqua que le patient nommé Seiyuen avait bougé. Des voix s'élevèrent dans la pièce, et quelqu'un annonça que le jeune maître avait ouvert les yeux. Kai se réveilla dans le corps d'un jeune noble, confus et s'interrogeant sur son identité alors qu'il regardait les gens rassemblés autour de son lit. Alors que le médecin assurait à ceux qui se trouvaient autour du lit de Seiyuen que sa vie n'était pas en danger malgré ses blessures, un homme en colère aux cheveux blancs l'attaqua et l'attrapa par ses vêtements, le traitant de fils pathétique et lui demandant comment il pouvait faire ça sans penser à leurs sentiments. Un autre jeune homme essaya de l'arrêter, disant à son père que Seiyuen était toujours malade, tandis que le père se demandait si son fils avait déjà pensé à eux. Kai, maintenant dans le corps de Seiyuen, interrompit l'explosion de l'homme pour lui demander qui il était. Tout le monde fut choqué par sa question, alors Kai répéta sa question sur l'identité de l'homme et pourquoi il l'avait soudainement frappé. Après cet incident, le médecin conclut que Seiyuen avait perdu la mémoire à cause d'un violent coup à la tête. Lorsque le père de Seiyuen, le comte Sheraton, demanda s'il existait un remède, le médecin répondit qu'il n'y avait pas de solution, si ce n'est d'attendre que sa mémoire revienne naturellement. Son frère aîné, Lucian Sheraton, demanda alors s'il y avait d'autres problèmes, et le médecin le rassura en lui disant que l'état physique de Seiyuen était étonnamment bon et qu'il n'y avait pas de blessure mortelle. Kai réalisa à ce moment qu'il était entré dans le corps de cette personne nommée Seiyuen et conclut que le responsable de tout cela était le dieu de la mort, Shano. Lorsque son frère Lucian s'approcha de lui pour lui demander comment il allait, Kai répondit froidement, lui disant de quitter la pièce et d'arrêter de poser des questions inutiles. Il demanda également à son père et au médecin de partir, expliquant que leur voix forte lui donnait mal à la tête et exigeant qu'ils sortent tous. Face à ce comportement étrange, tout le monde décida de le laisser se reposer et quitta la pièce. Dès qu'il fut seul, Kai appela Shano, qui apparut devant lui instantanément. Shano demanda gaiement s'il le cherchait. Kai le confronta avec colère, lui demandant la signification de ce qui s'était passé, ce à quoi Shano répondit froidement qu'il avait exaucé son souhait. Shano expliqua que le souhait de Kai était de mettre fin à sa vie de faucheur, ce qu'il a exactement fait. Cette interprétation tordit Kai tellement en colère qu'il demanda s'il pouvait le frapper. Kai demanda ensuite quel était le destin du propriétaire d'origine du corps, et Shano lui dit qu'il était mort. Shano expliqua que le garçon était destiné à mourir dans un accident. Et au moment où son âme a quitté son corps, il a inséré l'âme de Kai à sa place, décrivant le timing comme parfait. Kai ne comprenait pas pourquoi il était forcé de vivre dans un corps humain, alors Shano révéla son véritable motif avec un large sourire, disant que ce ne serait pas amusant si l'existence de Kai disparaissait simplement. Et quand Kai demanda s'il avait fait tout cela juste pour s'amuser, Shano répondit par l'affirmative. Avant de disparaître, Shano souhaita bonne chance à Kai dans sa nouvelle vie amusante, laissant Kai crier après lui, et essayant de l'empêcher de partir. Après que Shano ait laissé Kai se noyer dans sa colère, il décida de ne pas apparaître devant lui pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se calme. Après plusieurs jours, Kai était toujours en colère parce que Shano ne se montrait pas même quand il l'appelait, alors il décida de rompre complètement les liens avec lui et de suivre son propre chemin. Pendant son séjour au manoir, Kai remarqua quelque chose qui attira son attention, tous les serviteurs tremblaient de peur et évitaient de le regarder dès qu'ils le voyaient. Cela l'amena à conclure que le propriétaire original du corps,
Seiyuan, devait être une personne détestable et abusive. Un jour, il vit une jeune servante, la même fille qui lui apportait ses repas, trébucher en portant un seau d'eau et tomber au sol. La fille, nommée Paix, fut submergée d'une terreur intense et commença à s'excuser hystériquement comme si elle s'attendait à une terrible punition. Kai s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle avait une expression si craintive sur son visage, ce qui fit crier la jeune fille de terreur. Il devient clair à travers un flashback que Seiyuan Shuratan, le deuxième fils du comte, était connu pour sa beauté angélique dans sa jeunesse, mais sa vraie nature n'a pas tardé à émerger. Les archives ont révélé sa cruauté. Il avait brûlé les yeux d'une servante juste parce qu'elle avait osé lui sourire alors qu'il n'avait que 11 ans. Depuis lors, de nombreux serviteurs qui travaillaient pour lui ont subi des blessures, des défigurations et des coups qui ont failli les tuer, et il était courant qu'il soit renvoyé dans un état pitoyable. À cause de cette cruauté, tout le monde le surnommait le petit démon de la maison du comte. Revenant au présent, Paix imaginait les pires scénarios, croyant qu'il allait lui couper les mains ou les jambes, mais Kai lui demanda de lui donner sa main. Malgré son intense peur, elle lui tendit sa main tremblante, le suppliant de lui faire miséricorde alors qu'elle imaginait qu'il allait la couper. Kai la surprit lorsqu'il guérit les blessures sur ses mains, puis lui dit que ce n'était que les premiers soins, et qu'elle devait soigner correctement la blessure pour éviter de laisser une cicatrice. Les surprises de Kai ne s'arrêtèrent pas là. Il montra quelques filets de la poussière sur ses vêtements et lui conseilla de rester propre. Quand une autre servante vit ce qui s'était passé, elle se précipita vers Paix pour prendre de ses nouvelles, tandis que cette dernière s'enfuyait sous le choc. Kai la regarda, pensant qu'elle lui rappelait Jazette à cause de son âge et de sa nature maladroite. Plus tard, les femmes de chambre parlaient du changement soudain dans la personnalité du jeune maître Seiyuan, notant qu'il était devenu doux récemment, et elles se demandaient s'il avait vu les portes de l'enfer et décidé de se repentir. Les femmes de chambre poursuivent leur conversation avec l'une d'elles remarquant sarcastiquement que compte tenu du tempérament démoniaque de Seiyuan, il est probable que l'enfer lui-même ne pouvait pas le supporter et l'a expulsé. Paix, la femme de chambre que Kai avait aidée, se précipite à sa défense avec enthousiasme, insistant sur le fait que le jeune maître n'est pas du tout démoniaque, mais un ange. Elle leur raconte comment, même quand elle trébuche, il prend soin d'elle et range son apparence et lui donne parfois même de la nourriture délicieuse. Elle insiste sur le fait qu'il est une personne aimable et merveilleuse et que les anciennes rumeurs à son sujet étaient complètement déformées. Bien que les autres femmes de chambre n'aient pas cru tout ce qu'elle disait, elles ont convenu que Seiyuan était en effet devenu beaucoup plus gentil. Sinon, Paix ne serait pas resté à son service après toutes ces erreurs. Kai écoutait leur conversation à distance, ce qui lui confirmait que son ancienne personnalité, Seiyuan, était bien mauvaise. Il décida de changer d'endroit pour éviter d'être vu par quiconque, sinon cela poserait problème. Ensuite, il ira dans le magnifique jardin du manoir, bien entretenu, admirant les sculptures complexes et le soin méticuleux apporté au jardin. Il trouva du bois à sculpter dans un endroit ensoleillé et s'assit dans cet endroit chaud et agréable pour commencer à sculpter un morceau de bois, se remémorant le souvenir de Jazette et de son amour pour le printemps. Soudain, un vieux jardinier apparut et s'excusa d'avoir oublié de nettoyer la zone, mais il se figea en voyant la statue que Kai venait de terminer, qui était une réplique parfaite de Joseph. Le jardinier était hypnotisé par la précision et la beauté de la statue, se demandant qui était le sculpteur talentueux qui l'avait réalisé. Kai regarda la statue et se jura de ne jamais oublier Josette dans cette nouvelle vie, aussi longue ou courte soit-elle, accomplissant ainsi sa dernière promesse envers elle. Ce soir-là, le comte Sheraton était dans son bureau, surpris par le grand nombre de nobles qui avaient confirmé leur présence à la petite réception qu'il organisait. Son assistant expliqua que la raison en était une rumeur selon laquelle l'ancien duc Farhan assisterait à la fête, ce qui étonna et choqua le comte. Plus tard, Lucian informa son frère Kai que des invités allaient venir au manoir. Il expliqua qu'il s'agissait juste d'une petite réception pour quelques nobles avec leurs enfants et que leur père voulait qu'il les salue au moins. De façon inhabituelle, Kai accepta d'y assister, ce qui surprit Lucian, qui fit remarquer que CN n'avait jamais aimé de tels rassemblements. Kai répondit qu'il y assisterait cette fois pour décider quoi faire à l'avenir, alors Lucian lui conseilla de se ménager plus qu'il venait de se rétablir. Avant de partir, Lucian posa une main sur l'épaule de Kai, exprimant son inquiétude sincère, ce qui fit ressentir à Kai une étrange sensation inconnue, la sensation de chaleur familiale. Quelques jours plus tard, la fête eut lieu et l'affluence fut étonnamment importante. Le comte Sheraton accueillit le comte Iclo, qui fit remarquer l'ampleur de la foule. Le comte Iclo confirma que la raison de cette énorme affluence était l'annonce de la présence de l'ancien duc Farhan, qui était personnellement soutenu par l'empereur. Le comte Iclo expliqua que la raison de cette foule nombreuse était que l'empereur avait confié à l'ancien duc Farhan la tâche de choisir la princesse héritière, ce qui incita tous les nobles ayant une fille à chercher à assister à la fête avec empressement. Il ajouta que même les nobles sans fille tenaient à y assister, désespérés d'avoir une chance d'attirer l'attention du puissant et influent duc Farhan. Le comte Sheraton fit remarquer qu'il n'avait pas réalisé que le royaume avait autant de jeunes filles et que tout le monde était plein d'attentes. Au milieu de la fête, Lucian, le fils aîné du comte Sheraton,
arrive et échange des salutations amicales avec le comte Iclo, qui loue les talents et les études de Luciane, ainsi que son maniement de l'épée, et exprime ses regrets de ne pas avoir de fille à lui marier. Après cela, un autre invité s'avance pour saluer le comte Chiratin, le vicomte Chican. Le vicomte Chican est connu pour avoir été un simple marchand il y a 10 ans, puis pour avoir utilisé son immense fortune pour acheter un titre de noblesse. Depuis lors, il a étendu son influence et éliminé tous ceux qui se dressaient sur son chemin, ce qui en fait une personne détestée par le comte Chiraton, qui le considère comme un exemple du danger de l'argent. Le vicomte présente son fils, Horace, à Luciane, puis demande au comte Chiraton, d'un ton sarcastique, pourquoi il ne voit pas son deuxième fils, Cun, à la fête. Le comte réalisa que le vicomte était au courant de l'incident de Cun et l'utilisait pour l'ennuyer. Alors Luciane répondit que Cun allait bientôt arriver tout en pensant, se demandant pourquoi il était en retard. Pendant ce temps, Kai, dans le corps de Cun, était complètement perdu dans l'enceinte du manoir. Il avait presque oublié un étrange trait qui faisait partie de lui depuis longtemps. Il était terrible avec les directions. Après avoir fait 10 fois le tour du manoir sans trouver la salle de bal et sans apercevoir un seul serviteur pour le guider, il décida d'abandonner, pensant que son absence ne serait pas la fin du monde. Kai était assis sur les marches extérieures et regardait le coucher de soleil, un spectacle que Joseph aimait autrefois et insistait pour regarder avec lui chaque soir. Il regarda le ciel et se souvint de sa promesse qu'il se souviendrait toujours d'elle simplement en regardant le ciel. À ce moment-là, un homme âgé s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait seul à cet endroit. Kai répondit sèchement, se demandant si l'homme était vieux parce qu'il posait une question dont il connaissait déjà la réponse, car il était évident qu'il regardait le coucher du soleil. L'homme fut impressionné par l'esprit et la langue acérée de Kai et admit qu'il s'était approché par curiosité parce que le regard de Kai sur le coucher de soleil semblait incroyablement profond, plus profond que celui d'un vieil homme qui avait vécu pendant des décennies, ce qui était étrange pour un jeune homme au milieu de l'adolescence. L'homme reformula sa question, demandant pourquoi un jeune homme était assis seul dans la tristesse, ce à quoi Kai répondit franchement, « Je me suis perdu ». L'homme supposa que Kai était l'un des invités, mais Kai le nia et choqua l'homme en révélant son identité, en disant « J'habite ici. Je suis le deuxième fils ». Le vieil homme fut surpris que Kai, le fils du comte Chiraton, se soit perdu dans sa propre maison. Kai répondit nonchalamment, disant qu'il n'y avait aucune loi qui l'interdisait. L'homme sourit et accepta sa logique étrange, puis proposa de le guider jusqu'à la salle de banquet, admettant qu'il connaissait le chemin mieux que lui. Alors Kai le remercia et le suivit. Alors qu'il marchait, l'homme demanda son nom à Kai, et il répondit. L'homme se présenta ensuite comme Fitzfarran, un nom qui fit se demander à Kai avec agacement s'il devait s'en souvenir. Le duc Fitz remarqua l'agacement de Kai et le traita de grossier, mais ajouta que sa grossièreté était quelque peu rafraîchissante et insista pour qu'il se souvienne de son nom car il ne regretterait pas de le connaître. Pendant ce temps, dans la salle de banquet, le comte Chiraton était inquiet parce que leur Fitz s'était égaré quelque part seul. Luciane proposa d'aller le chercher, d'autant plus que Sien n'était pas encore arrivé. Mais avant qu'il ne puisse partir, son père lui fit remarquer qu'il les voyait là-bas. Alors que Sien entrait dans la salle, Kay sentit qu'il s'était impliqué dans quelque chose de fâcheux. Le comte fut choqué et demanda à son fils comment il était arrivé ici avec Lord Fitz. Kay blâma froidement le duc, disant que toute cette agitation était arrivée à cause de sa voix forte. Le comte accueillit Lord Fitz qui s'excusa pour son retard. Le comte dit que beaucoup l'attendaient avec impatience. Le duc expliqua qu'il était en retard parce qu'il guidait un petit chiot perdu. Kay réalisa que le duc parlait de lui et protesta, disant que le duc était déjà en retard pour la réunion lorsqu'il l'avait trouvé, il ne pouvait donc pas l'utiliser comme excuse. Cette réponse irrita le comte, qui gronda son fils pour avoir parlé grossièrement à Lord Fitz, et présenta ses plus sincères excuses au duc, admettant qu'il n'avait pas réussi à bien élever son fils. Mais le duc rit et dit qu'il n'était pas du tout dérangé. En fait, il s'amusait pour la première fois depuis un certain temps grâce à ce garçon qui avait rendu son chemin vers la salle non ennuyeux. Cette réponse laissa le comte et Luciane perplexes. Luciane s'avança et se présenta officiellement au duc Fitz, qui commença à observer les deux frères. Le duc se rappela les rumeurs célèbres sur les fils du comte. L'un était talentueux, et l'autre était un petit démon qui ne causait que des problèmes. Mais il a découvert que le fauteur de troubles qu'il rencontrait aujourd'hui ne ressemblait en rien aux rumeurs. Le duc réalisa que, bien qu'il ne puisse pas juger une personne d'après une brève rencontre, sa longue expérience lui permettait de lire le caractère des hommes à travers leurs paroles, leurs actions et leurs regards. Il en conclut que ce garçon, Cun, possédait une puissance immense et inhabituelle, à tel point qu'il ne pouvait pas la mesurer lui-même. Le duc se tourna vers son ami, le comte, et le félicita, en disant qu'il avait exceptionnellement bien élevé son fils. Le comte fut surpris par ces éloges. Il avait l'habitude d'entendre des éloges pour Luciane, mais les éloges pour Cun étaient rares. Après cela, le duc demanda au comte de lui accorder un peu de temps pour discuter d'une affaire en privé. Alors que le duc Fitz était sur le point de parler au comte, le vicomte Chican l'interrompit, essayant de se présenter. Le duc l'ignora froidement,
disant qu'il n'avait jamais entendu ce nom auparavant et doutait qu'une famille noble le portât. Ce mépris irrita le vicomte, qui souligna que le duc était peut-être déconnecté de l'actualité en raison de son éloignement de la politique. Le duc acquiesça, ajoutant sarcastiquement que plus il vieillissait, moins il voulait s'impliquer en politique à cause de l'abondance d'imbéciles arrogants, faisant clairement référence au vicomte. Face à cette insulte, Horace, le fils du vicomte, intervint et accusa le duc d'être impoli, ce que le duc contesta, et Horus confirma. Le duc devint furieux de l'audace du fils d'un vicomte qui le réprimandait. Et à ce moment-là, il libéra une petite fraction de son aura de maître d'épée, ce qui figea tout le monde dans la salle de peur. Lucian, malgré ses années d'entraînement, ressentit une pression immense qu'il pouvait à peine supporter et réalisa qu'il était un maître d'épée et qu'il devait intervenir avant que quelqu'un ne s'effondre. Mais avant que Lucian ne puisse bouger, Kai, dans le corps de sien, se plaça devant lui. Kai n'était pas venu pour combattre le duc, mais souligna calmement qu'il y avait de l'herbe et des cheveux sur ses vêtements, lui conseillant que s'il voulait réprimander les autres sur l'étiquette, il devrait d'abord avoir l'air présentable. Il commença ensuite à épousseter ses vêtements, se demandant sarcastiquement comment le duc pouvait être si sale alors que c'était lui qui était assis sur l'herbe. Le duc répondit qu'un perfectionnisme excessif n'était pas bon et que de petits défauts mettaient les gens à l'aise, ce à quoi Kai rétorqua, lui demandant s'il confondait la saleté avec la convivialité. Cette situation mit Horace en colère, qui traita Kai de vaurien tandis que le duc demanda à Kai s'il avait l'intention de le frapper. Kai répondit froidement que cela ne le dérangerait pas, mais que le duc devrait d'abord se laver les mains. Face à cette scène, le comte fut terrifié par le comportement de son fils, tandis que le vicomte Chican força son fils Horace à s'incliner et à partir. Après leur départ, le duc commenta qu'Horace regardait Kai avec un regard meurtrier, ce à quoi Kai répondit sarcastiquement que la vue du duc devait faiblir. Cette situation laissa le comte et Lucian en état de choc, le comte remarquant que Cun semblait complètement différent. Après cela, le duc reprit son sérieux et demanda au comte un endroit tranquille pour parler. Alors qu'il s'éloignait, Lucian appela son frère et lui demanda avec inquiétude s'il allait bien après avoir été exposé à l'aura du maître d'épée. Kai le rassura en lui disant qu'il allait bien pour le moment. Cette simple réponse toucha profondément Lucian, qui se sentit ravi et pensa à quel point son frère était gentil et qu'il lui avait parlé normalement sans haine ni dédain pour la première fois depuis longtemps, se souvenant que son petit frère était son bien le plus précieux, le dernier cadeau que sa mère lui avait laissé. Lucian réfléchit à leur relation. Il se souvenait combien il avait souhaité qu'ils soient proches depuis l'enfance, mais le complexe d'infériorité que Cn ressentait envers lui avait rendu sa personnalité plus tordue avec le temps. Alors que la haine grandissait dans les yeux de Cn chaque fois qu'il le regardait, Lucian n'a eu d'autre choix que d'abandonner l'idée de se rapprocher. Lucian était ravi de pouvoir maintenant être aux côtés de son frère dans une atmosphère confortable, à tel point qu'il était presque heureux que Cun ait perdu la mémoire. Et quand Kai, dans le corps de Cun, a annoncé qu'il retournait dans sa chambre, Lucian a été déçu, pensant que son frère l'évitait à nouveau et que ses espoirs n'étaient qu'une illusion. Mais Kai s'arrêta, attrapa soudainement son poignet et s'excusa, admettant qu'il ne connaissait pas le chemin du retour et lui demandant de l'accompagner juste cette fois. C'était la première fois que son frère lui demandait quelque chose, alors Lucian fut submergé d'une joie immense et accepta immédiatement. Pendant ce temps, dans une pièce privée, Ngekong Tc Fitz révéla au Ngeba Tc Sheraton la véritable raison de sa visite, qui était de choisir quelqu'un pour être aux côtés du prince héritier Edith. Le Ngeba Tc pensait qu'il voulait dire choisir la princesse héritière, mais le Ngekong Tc le nia, expliquant qu'il était venu chercher un ami pour le Hoang Te Edith, quelqu'un qui pourrait freiner son tempérament de feu. Le Ngekong Tc expliqua que le Hoang Te Edith, le candidat sérieux pour hériter du trône, possédait toutes les qualités, des compétences à l'épée aux capacités académiques. Mais son seul défaut était son tempérament vif et son incapacité à contrôler sa colère au point de tuer quiconque parlait négligemment de lui. Pour cette raison, le Ngekong Tc a suggéré à l'empereur de placer quelqu'un à côté du Hoang Te Edith qui pourrait calmer sa nature, d'autant plus que le Hoang Te Edith était connu pour ne nouer aucune relation personnelle. Le Ngeba Tc réalisa que c'était la raison de la visite du Ngekong Tc. Le Ngekong Tc admit qu'il avait initialement pensé à Lucian, avec sa personnalité calme et stable, comme compagnon du Hoang Te Edith, mais il réalisa bientôt qu'il se trompait car il craignait que la personnalité glaciale de Lucian ne provoque la colère ardente du Hoang Te Edith au lieu de la calmer, et que l'un d'eux ne soit blessé à la suite de cet affrontement. Le Ngeba Tc était d'accord avec l'opinion du Ngekong Tc car tout le monde savait que Lucian ne reviendrait pas sur ses principes même avec une épée sur le cou, ce qui fit convenir le Ngeba Tc avec le Ngekong Tc que cet accouplement serait dangereux. Par conséquent, le Ngekong Tc dit au Ngeba Tc qu'il avait choisi quelqu'un d'autre qui était aussi son fils, Kai Cun. Le Ngeba Tc réalisa avec horreur que le Ngekong Tc voulait dire Cun. Le Ngekong Tc confirma qu'il voulait que Cun assume cette tâche, ce que le Ngeba Tc refusa catégoriquement. Le Ngeba Tc justifia son refus en déclarant que Cun était complètement instable et plein de défauts, et que toute erreur de sa part pourrait mettre en danger toute la famille. Dans une tentative désespérée de persuader le Ngekong Tc,
le Ngebatese révéla un secret dangereux que Seiyuen avait récemment eu un accident et perdu la mémoire, ce qui choqua grandement le Ngekong TC Fitz. Le Ngebatese Sheraton refusa la requête du Ngekong TC Fitz, s'excusant que son fils, Seiyuen, était amnésique et n'était pas qualifié pour une telle tâche. Mais cette confession n'a pas dissuadé le Ngekong TC Fitz. En fait, cela augmenta son admiration pour Seiyuen. Il trouva anormal qu'un garçon amnésique soit si calme et posé. Au lieu d'avoir peur et d'être agité, les yeux de Seiyuen étaient calmes et profonds, ce qui convainquit le Ngekong TC Fitz que son jugement dans l'évaluation des hommes ne l'avait pas encore trompé et que ce garçon était un véritable joyau. Le Ngekong TC Fitz dit au Ngebatese qu'il ne voyait aucun problème à la perte de mémoire. En fait, il sentait qu'il avait fait un excellent choix. Il lui demanda d'y réfléchir, admettant qu'il avait pris goût au garçon. Plus tard, le Ngebatese rencontra ses deux fils, Lucian et Kai Seiyuen, et leur expliqua que le Ngekong TC était venu trouver un ami convenable pour le Hoang Edit. Kai Seiyuen se moqua intérieurement de l'idée qu'un Hoang Edit ait besoin de quelqu'un pour lui trouver un ami. Alors que Lucian demanda à son père pourquoi il lui racontait cela, le Ngebatese révéla que le Ngekong TC voulait que Seiyuen assume cette tâche. C'est Seiyuen va Lucian USC. Seiyuen NGH RNG Ngekong TC JA LMCM, Trong Ki Lucian THNG THNG TChy Y Kino accent aigu. Chasse GNG 8 PHC Lucian RNG IUN la 6 LIH CAGIA NH, NHNG Lucian PHNI, Teshi va NHC NH RNG INH Edit Knitting Vitin Kinom Eni va Kong Kong Dum Show NHNG CLM NH NHT, va en Y Teco Ilam Sao MT ATR MT Tri NH Ko THCGI NMT NGI NHV. Ngebatese DHA NHN RNG Ban Ngedode, NHNG Taiki NH SAU qui suit NGHK, Tin RNG Ngekong TC CHCHN FICO et Y Do CHN CUN. Lucian NGH Tai EM Tremini, NHNG Sha en Kong NGY. GIA Kuktran KCAH, CUN Tenien Gang, Tuyen BNGYI. Chaque USC va IQ Kong Biem Tu Kong. CUN Bin Min Sho Ki NHC Amin BNG Cash Noa RNG Nain Vene Kong Koveko KHN6 No CHYEUQTHNH Tong NTHM Oang Te Noa Chuin Vinge. Lucian va chaque UCGNG CNH Bao QVS Ngim va BT Ki CLM Naoko TH Quin QFI TRGI ABNG MNG SNG, NHNG CUN VN KHNG KHNG GI VNG LPT RNG C Amin. Kunoa RNG 6 Kula MT Finto et Show GIA NH va BT Bit Dan la Concu NH, AY KOTH la MT CITT la MIUGI au accent aigu ish. So accent aigu, Curie Kifong, Li Chamin Sui NGM VNHNG Linois CAQ va NGH RNG contre Minko LTH CSTAI. Venge SAU, CUN NQ Minoang GIA. Kukin NGC TRC Kimo RNG LNC Anine, va SAU au accent aigu Kuninti INH Edit en Luin TP Kimtut. Kuki NH Kong Lam Finge va NGX Yung CHIGN au accent aigu, NHNG CHNG Mi CHC QNG GT dit en NNG MAP. QTNH Dibi Jing Noa CAO Angte, NGI en Taobo NHN XVS Kan MCAQ Ki NG Tren Tao TRNG CAO Angte. CUN Ingelae, va SAU au accent aigu CGNG RI, NHNG Oang TNGN Kuli. Oang TICUN Ko CNMT NGI BN Kong, CUN TR Li RNG QS RI Ivanoi Vimi NGI RNG Oang TAQ Rangoe va Kong CNMT NGI BN NHQ. PHN NG n'est qu'un Oang TTC Jin, Ruth Kimra Vatelance et CUN, CNH Bao QRNG NGSGIT QNUQ KLNG Living GMT LN Nama Kong c'est fait. CUN Kong H Naonung TRC Lioda. Tai Vao accent aigu, Cubin TNH YEUQ Oang T Buon Tai Ra 6 Q Kong Mun CHM Vao MT Bantai MMOI. Oang TIQ Kodam Ra LNH Shonge Kong, CUN TR LIRNG au accent aigu CH la MT YEUQ, Kong Phi MT MNH LNH. Oang TNG Senien TRC Vic CUN Kong HSCHT Va Iliculae. CUN TGI Tumin la CUN Churitan. Oang TNH LIRNG GI ATC Churitan Niting VS Liem Shin Vadanting TT. Ngeiti Sao CUN Lio accent aigu va Secho Bit RNG MT Ongjia GIQN. Oang Tenge LPTC UY Kulange Kong TC Fitz. So accent aigu, CUN THNG THNG Noa Vioang TRNG Ngekong TC YEUQ Kulam BN Vinge, NHNG Noatem RNG Kove NH Oang T Kong CNMT NGI BN, 6 VQS RI. Oang Teli NGN Kuli, NHC NHQVLI Oda TRC au accent aigu CANGE. CUN Bin TNH Ingeko NH GITQ Kong. Oang TNHN TRNG CUN Kwa YTNG VKCHT MTK NH Nang. Le prince a décidé qu'il n'avait pas besoin d'amis, mais il était incorrect de renvoyer quelqu'un que le duc Fitz avait envoyé, alors il a dit à CUN de le suivre. Le prince a emmené CUN à la bibliothèque. CUN n'a montré aucune objection au livre et a même considéré l'endroit confortable puisqu'il n'était pas en visite officielle de toute façon. Le prince a été surpris quand CUN s'est assis loin de lui et a commencé à lire un livre. En fait, il observait CUN, s'attendant à ce que lui, comme les autres fils de nobles,
essaie de le flatter pour gagner sa faveur et que cette indifférence ne soit qu'une stratégie pour attirer son attention. Mais 3 heures passèrent, et Seiyuan ne leva pas les yeux de son livre comme s'il avait complètement oublié l'existence du prince. Le prince se sentit profondément insulté. C'était la première fois que quelqu'un le traitait avec une telle indifférence. Il décida de voir combien de temps Seiyuan pouvait continuer à rester silencieux, commençant un test de volonté silencieux entre eux. Après un certain temps, le prince tendit le pied, faisant trébucher un serviteur portant du thé et faillit tomber. Mais avant qu'il ne puisse toucher le sol, Seiyuan utilisa un pouvoir mystérieux et invisible pour l'arrêter et rétablir son équilibre sans que personne ne le remarque. Le prince fut choqué par ce qu'il vit et ne savait pas comment le serviteur avait soudainement retrouvé son équilibre. Seiyuan conseilla au serviteur, sans lever les yeux de son livre, de toujours faire attention où il mettait les pieds. Pendant ce temps, le prince se demandait si Seiyuan était celui qui avait fait ça, mais il écarta rapidement cette idée. Après avoir bu son thé, Seiyuan annonça qu'il allait partir et qu'il reviendrait le lendemain. Le prince fut surpris par l'insistance de Seiyuan à venir tous les jours juste pour passer son temps à lire, ce à quoi Seiyuan répondit qu'il devait être poli avec ses aînés pour le moment. Alors que Seiyuan partait, le prince s'interrogeait avec confusion sur la vérité de ce jeune homme mystérieux. Cette routine continua pendant plusieurs jours, avec Seiyuan venant s'asseoir pour lire en silence. Un jour, le prince lui demanda s'il avait l'intention de jouer avec lui au lieu de lire. Le prince soupira, s'étant habitué à cette étrange situation, se demandant si Seiyuan ne réalisait vraiment pas que d'autres aspiraient à un seul moment pour le rencontrer. Le livre que lisait le prince attira l'attention de Seiyuan, et il lui demanda s'il le connaissait. Seiyuan répondit qu'il l'avait déjà lu et qu'il s'intéressait à l'art de la fabrication de poupées. Le prince commenta que Seiyuan s'intéressait également à cet art. Seiyuan mentionna que l'histoire du fabricant de poupées dans le livre était très fascinante car il s'agissait d'un homme qui est devenu l'ennemi du monde entier pour protéger une femme. Seiyuan demanda ensuite au prince son opinion sur cet homme, et le prince répondit sans hésitation qu'il était fou et un imbécile complet. Seiyuan regarda le livre tristement et acquiesça à l'opinion du prince. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une jeune fille aux cheveux verts clairs qui appela le prince, et dit « Mon frère ». Le prince la salua chaleureusement, et il s'avéra qu'elle était sa seule sœur, la princesse Rini. La princesse dit qu'elle était venue juste parce qu'elle avait envie de le voir, puis elle remarqua Seiyuan et demanda qui il était. Seiyuan se présenta comme Seiyuan, fils du comte Shuratan. La princesse Rini s'approcha de Kai, lui toucha le visage et remarqua qu'il était encore plus beau que les femmes. On raconte que la princesse Rini était très aimée par l'empereur et le prince Édith. Et grâce à ce pouvoir qui la soutenait, elle était connue pour agir de manière imprudente et sans crainte. Bien que Kai ne sache rien de tout cela, dès cette brève rencontre, il était certain d'une chose à son sujet. Après avoir rencontré la princesse Rini, Kai conclut qu'elle était le genre de personne qu'on se lasse de connaître. Il lui fit alors une légère révérence et se tourna pour partir, l'ignorant complètement. La princesse fut choquée par ce manque d'égard, d'autant plus qu'elle venait de le complimenter, et elle cria avec colère en appelant son frère, le prince Édith. Le prince lui dit qu'elle devait comprendre que c'était ainsi que Seiyuan le traitait même lui. Cela étonna la princesse. Rini expliqua que lorsque son frère est en colère, elle ne peut pas non plus le gérer, et ce que son frère déteste le plus, c'est d'être ignoré. Cette situation piqua la curiosité de la princesse Rini. Elle trouva surprenant que Seiyuan puisse ignorer son frère, le prince, et s'en tirer, et elle décida de le garder à l'œil. Plus tard, Seiyuan retourna dans sa chambre du manoir Shuritan où il trouva son frère, Lucian, avec un autre jeune homme. Lucian l'accueillit et lui présenta son ami, Cliff. Cliff sourit sarcastiquement, confirmant que Seiyuan avait bien perdu la mémoire et suggéra qu'ils se présentent à nouveau l'un à l'autre. Seiyuan se présenta, et Cliff rit, surpris que le garçon démoniaque le salue. Lucian le réprimanda pour ses paroles. Lucian invita ensuite Kai à s'asseoir à côté de lui et commença à s'enquérir de sa journée avec inquiétude, ce qui fit remarquer à Kai qu'il était comme une mère avec son inquiétude excessive. Kai remarqua quelque chose d'étrange chez Cliff et demanda à Lucian s'il était proche de lui, ce à quoi Lucian répondit qu'ils étaient amis depuis longtemps. À ce moment-là, Kai décida de donner quelques conseils à Lucian, expliquant que lorsque l'on s'accroche trop aux morts, leurs âmes ont du mal à quitter le monde des vivants. Il ajouta que s'ils meurent injustement, leurs âmes restent coincées à côté de ceux en qui ils avaient confiance dans la vie, comme pour supplier que leurs griefs soient résolus. Cliff fut choqué et demanda à Kai de quoi il parlait soudainement et s'il voulait parler de cet enfant. Kai répondit qu'il ne savait pas de quel enfant il était question, mais il était sûr que quelqu'un de proche de Cliff était mort d'une mort très injuste. À ce moment-là, Kai sentit le regard froid et impassible d'un faucheur. Cliff demanda à Kai, paniqué, comment il connaissait la mort de cette personne et s'il avait enquêté sur lui, ce qui était étrange pour quelqu'un qui ne se souvenait même pas de son propre nom. Cliff reformula sa question. Comment saviez-vous qu'il y avait un mort près de moi? Kai réalisa qu'il s'était impliqué dans quelque chose et inventa rapidement une excuse en disant que depuis son expérience de mort imminente lors de l'accident récent, il était devenu capable de voir les âmes des morts. Lucian montra son inquiétude pour Kai.
Kai expliqua que lorsqu'il avait vu Cliff pour la première fois, il avait vu une âme bloquée autour de lui. Cliff lui a demandé, choqué, s'il avait vu la forme de Justine. Kai a nié, expliquant qu'il ne voit qu'une masse de lumière, une âme morte, et ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il a ensuite ajouté une vérité terrifiante, il pouvait aussi voir la faucheuse attendant de prendre cette âme. Cliff a refusé de croire l'histoire ridicule de Kai, à laquelle Kai a répondu froidement que c'était à lui de la croire ou non. Mais il a ajouté une dernière information, expliquant qu'une âme qui refuse de suivre une faucheuse est destinée à disparaître après un certain temps. Par conséquent, la meilleure solution pour une âme morte injustement et qui s'accroche au monde est de résoudre son regret persistant afin qu'elle puisse partir en paix. À ce moment-là, Lucian, inquiet, a demandé à son ami Cliff ce qui se passait, lui rappelant que Justine était son petit cousin. Cliff a confirmé cela et a commencé à raconter l'histoire. Il y a quelques mois, son oncle, le comte de Velin, s'est soudainement effondré à cause de douleurs à la poitrine, et sa santé ne s'est pas rétablie facilement. En conséquence, son fils aîné, Justine, a été choisi comme héritier du titre. Mais il y a un mois, Justine a soudainement disparu. La famille pensait qu'il s'était enfui par peur d'assumer la responsabilité du titre, surtout après qu'une lettre de lui a été trouvée dans laquelle il avouait son manque de confiance en sa capacité à diriger la famille. À la suite de sa disparition, Pelison, leur cousin issu du second mariage de leur oncle, est devenu le centre d'attention et de soutien. Mais Cliff pensait que le Justine qu'il connaissait n'était pas assez faible pour abandonner ses devoirs et s'enfuir, et il était certain qu'il reviendrait. Mais maintenant, après avoir entendu les paroles de Kai, il était terrifié à l'idée que son cousin puisse être mort. Kai a commenté que l'histoire semblait claire de son point de vue. Cliff a demandé s'il soupçonnait sa tante, la femme de son oncle, et Kai a souligné que le scénario était courant, un demi-frère et le fils aîné qui a le droit de succession. Cliff a défendu sa tante avec passion, disant que tante Eja n'était pas ce genre de personne et qu'elle a toujours traité Justine comme son propre fils, à tel point que Justine se vantait d'elle à chaque fois qu'ils se rencontraient. Après avoir entendu l'histoire, Kai a décidé de ne pas s'en mêler car il ne voulait pas interférer dans les détails d'une âme qui n'avait rien à voir avec lui. Mais il se sentait agacé de voir cette âme triste et persistante, se demandant si son sens des responsabilités en tant qu'ancien faucheur était toujours en lui. Kai soupira et dit à Cliff qu'à son avis, la réponse était déjà claire, mais il proposa de faire un test. Cela nécessiterait un peu d'aide de la part du comte de Velin. La scène change pour montrer tante Aegis se faufilant tranquillement la nuit jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination. La scène passe à Shano rencontrant tante Aja dans un lieu secret. La tante lui demande si la pièce n'est pas encore prête, et il répond qu'elle est maintenant prête. Il l'a accueillie et l'a emmenée dans une pièce sombre où il a révélé la pièce qu'elle lui avait demandée. C'était une poupée identique à son fils, Justine. La mère a été émue en voyant la poupée l'appeler maman, et elle a dit à Kai que c'était parfait. Kai lui a dit qu'il était heureux qu'elle soit satisfaite et que le paiement se ferait plus tard car il viendrait le récupérer lui-même. La dame a accepté, puis a appelé la poupée, Justine, à venir à ses côtés. Après que Shano a livré la poupée à Lady Asia, il lui a rappelé leur promesse, le paiement, et est parti. Kai est apparu derrière lui, et Kai l'a remercié pour son aide. Shano a répondu joyeusement qu'il était prêt à aider à tout moment parce que c'était amusant, mais Kai a froidement commenté que Shano semblait avoir trop de temps libre. Kai a souligné que Shano, qui avait ignoré ses appels répétés, est apparu immédiatement quand il a promis d'arrêter d'être en colère en échange de son aide pour cette tâche. Shano a fait l'éloge des incroyables talents de Kai en matière de fabrication de poupées, ce à quoi Kai a expliqué que le mérite en revenait à Shano lui-même pour ne pas avoir effacé ses souvenirs avant qu'il n'entre dans ce corps. Shano lui a rappelé que c'était Kai qui lui avait demandé de ne pas effacer ses souvenirs. Shano a demandé s'il le regrettait et a offert de les effacer pour lui maintenant, mais Kai a refusé, disant que se souvenir de ce qui s'était passé pour le reste de sa vie était la punition qu'il s'était infligée pour avoir été un pathétique imbécile. Shano s'est moqué de lui, disant qu'il gardait rancune, ce à quoi Kai a répondu qu'il avait choisi l'anéantissement pour arrêter de faire des choses aussi pathétiques et se demander qui avait insisté pour le ramener à la vie. Et quand Shano a menacé en plaisantant de lui montrer la signification d'une vraie rancune, il a soudainement changé de sujet et a commenté à quel point le temps était beau, même s'il pleuvait, ce qui a fait penser à Kai qu'il aurait dû rompre complètement les liens avec lui. Pendant ce temps, au manoir de Velin, les serviteurs et Lady Aja ont réservé à Justine, la poupée, un accueil extrêmement chaleureux et émotionnel. Alors que sa tante le serrait fort dans ses bras et lui demandait où il était passé tout ce temps, la tante a exprimé sa gratitude pour son retour, et les serviteurs ont fait l'éloge de Lady Aja pour être une bonne mère qui aime beaucoup Justine, même s'il n'est pas son fils biologique. Dans une autre pièce, tante Aja pensait méchamment au testament du comte, jurant qu'elle n'abandonnerait pas. De retour au palais impérial, la princesse Rini demandait à son frère, le prince Edith, si Seiyuen était venu aujourd'hui aussi. Le prince a demandé en plaisantant si elle s'ennuyait de lui, et elle s'est fâchée et l'a nié avec véhémence. Le prince a remarqué que sa sœur, qui agit toujours formellement devant les autres, reprend son comportement normal de jeune fille en présence de Seiyuen.
Rini a ensuite accusé son frère d'être celui qui attendait Seiyuan parce qu'il n'avait pas l'habitude de visiter la bibliothèque quotidiennement. Le prince l'a nié, mais a admis qu'il était curieux de savoir pourquoi quelqu'un qui venait tous les jours avait soudainement cessé de venir. Rini lui a alors demandé s'il avait entendu les nouvelles. Elle lui a révélé que Seiyuan avait perdu la mémoire. Le prince a été choqué par cette nouvelle, alors Rini a expliqué qu'elle avait mené une enquête après que Seiyuan se soit comporté avec arrogance envers elle et a découvert qu'il avait récemment eu un accident et avait perdu la mémoire et que la nouvelle avait été confirmée par les serviteurs du manoir Sheraton. Le prince était déconcerté, se demandant comment quelqu'un avec amnésie pouvait être si calme et posé. Il a demandé à sa sœur des détails sur l'accident, et elle a répondu avec un sourire, demandant s'il était curieux. La princesse Rinée a continué à taquiner son frère, le prince Edith, lui disant que s'il était curieux de connaître l'accident de Seiyuan, il devrait enquêter lui-même et qu'elle ne lui dirait pas facilement en guise de punition pour l'avoir taquiné. Puis elle l'a laissé dans un état de colère et de frustration. Pendant ce temps, au manoir Sheraton, Cliff s'est précipité vers Kai et lui a dit avec enthousiasme que Justine était effectivement revenue comme il l'avait dit. Cliff était incrédule, se demandant comment cela pouvait arriver, mais Kai, qui lisait un livre, lui a calmement rappelé qu'il lui avait demandé de ne poser aucune question. Cliff est resté confus, se demandant si le revenant était vraiment Justine. Cliff n'a pas pu se retenir et a attrapé Kai en demandant des réponses, mais Lucian est intervenu et a demandé à son ami d'arrêter parce qu'il dérangeait Seiyuan. Kai a répété son avertissement selon lequel il n'autoriserait aucune question à ce sujet. Après cela, Cliff a expliqué le plan que Kai avait conçu. Kai avait suggéré qu'il demande au comte Devlin de rédiger un testament avec un contenu spécifique, que tous les biens familiaux aillent à Justine. Mais s'ils ne se manifestaient pas, ils reviendraient tous à l'état initial. Au début, le comte refusait de rédiger un tel testament, mais Cliff l'a convaincu que c'était juste un moyen de retrouver Justine. Kai avait prédit que si la tante était coupable, Justine reviendrait, mais il serait quelqu'un d'autre sous sa forme. Lucian a admis que lorsqu'il a vu Justine revenir, il était confus et ne savait pas comment accepter la situation. Cliff continuait à avoir du mal à comprendre la situation. Kai lui a dit de ne pas trop y penser, mais de se concentrer sur le résultat final. Il a expliqué que leur objectif était de découvrir pourquoi l'âme de Cliff était restée bloquée après sa mort, qui l'avait tuée et de s'assurer qu'elle soit paisiblement guidée vers le faucheur. Cliff a réfléchi à l'objectif et a été convaincu que ce qui importait maintenant n'était pas l'identité du sosie de Justine, mais de trouver le véritable meurtrier de Justine. Avant que Cliff ne parte, Kai l'a de nouveau averti de ne pas toucher son corps avec des mains non lavées, sinon il le regretterait. Cliff a ri nerveusement, pensant à la façon dont la personnalité de Seiyuan avait changé. Il ne les regardait plus avec un regard haineux, mais était devenu détestable d'une manière différente. La scène se déplace sur la tante Eja contemplant la poupée de Justine, admirant sa précision et sa capacité à bouger. Elle se souvient de son désarroi après l'annonce du testament, croyant que tous ses plans s'étaient effondrés jusqu'à ce que quelqu'un vienne la voir en secret. Cette personne était le fabricant de poupées, Shano, qui lui a dit qu'il pouvait fabriquer une poupée vivante identique à l'image qu'elle désirait. Et bien qu'elle ait pensé que c'était ridicule, elle a accepté son offre parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle a été surprise que le résultat soit si satisfaisant, une poupée indiscernable d'un être humain vivant. Et alors que personne ne regarde, la poupée appelle Dame Eja maman. La dame lui saisit brutalement le menton et lui dit d'un ton froid de ne pas l'appeler par ce nom lorsqu'ils sont seuls car cela la dégoûte, révélant ainsi son vrai visage de meurtrière. Dame Eja a poursuivi sa conversation froide avec la poupée qui ressemblait à son beau-fils, Justine. Malgré son agacement face à sa voix identique, qui la surprenait à chaque fois, elle lui a de nouveau ordonné de ne pas l'appeler maman. Mais la poupée, comme possédée par la véritable âme de Justine, a commencé à lui demander avec des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi m'avez-vous fait ça, maman ?» Dame Eja était choquée et se demandait comment une poupée pouvait verser des larmes. Lorsque Justine a essayé de la toucher, elle s'est éloignée de lui avec horreur et lui a crié de ne pas la toucher, puis a fui la pièce en panique, déterminée à aller voir l'homme qui avait fabriqué la poupée. Elle est arrivée à l'atelier secret de Shano. Dame Eja lui a frénétiquement dit que quelque chose n'allait pas avec la pièce. Alors qu'elle versait des larmes et la regardait avec des yeux haineux, Shano répondit calmement que de telles choses arrivaient parfois et lui expliqua que les âmes qui ne réalisaient pas qu'elles étaient mortes pouvaient parfois habiter une poupée qui leur ressemblait. La dame était horrifiée, réalisant que l'âme de Justine était effectivement revenue la hanter. Shano lui a dit qu'il existait un moyen de cacher cette âme, qui était de retrouver le corps. Il lui expliqua qu'elle devait faire prendre conscience à l'âme que la poupée n'était pas son vrai corps et qu'elle était, en fait, morte. La seule façon d'y parvenir est de trouver le corps d'origine de Justine et de le brûler. Eja devint tendu en apprenant que cela l'obligerait à exhumer le corps de Justine. Suivant les instructions de Shano, Dame Eja envoya ses hommes à la recherche du corps. Après l'avoir trouvé, elle leur ordonna de se dépêcher et de lui montrer le corps, insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Ces hommes furent surpris car le cadavre ne s'était pas décomposé du tout et ressemblait à Justine encore vivant. Plus étrange encore, ils remarquèrent que les pierres attachées au corps étaient différentes.
Alors qu'ils avaient attaché plusieurs petites pierres, ils trouvèrent maintenant une seule grosse pierre. Mais Dame Aja, qui n'avait pas de temps pour ces étranges détails, leur ordonna de se dépêcher et de brûler le corps. Alors qu'ils étaient sur le point de commettre leur crime, Seiyuen apparut soudainement. Il s'adressa à eux, disant qu'après avoir commis le grand péché, le meurtre, ils essayaient maintenant de commettre le péché de dissimulation d'un corps. Seiyuen leur demanda si le fait de connaître son identité changerait quelque chose. Dame Asia ordonna à ses hommes de s'occuper de lui. Mais avant qu'ils ne puissent lui faire du mal, Lucian intervint avec son épée et le sauva, les avertissant que tout pas de plus vers son frère signifierait leur mort. Puis Cliff apparut, ajoutant sarcastiquement qu'ils mourraient tous de toute façon. Dame Aja fut choquée de voir son neveu Cliff et lui demanda comment il était arrivé là. Cliff lui dit qu'il ne pouvait plus l'appeler tante, exprimant son dégoût qu'elle puisse tuer Justine qui lui était loyale et aimant. Cliff exigea de savoir pourquoi elle avait commis ce crime odieux. Dame Aja s'effondra et hurla, avouant qu'elle l'avait fait parce qu'elle le détestait tellement. Elle expliqua qu'elle détestait la façon dont son mari, le comte de Velin, ne comblait que Justine de chaleur et d'amour tout en ignorant son fils, Pélisson. Ce ressentiment lui donna envie de mourir, et elle détestait Justine pour avoir monopolisé l'amour de son père au point de vouloir le tuer. Elle affirma qu'elle ne pouvait pas supporter de voir son fils grandir privé de l'amour de son père. Et si elle ne pouvait pas lui donner cet amour, elle voulait au moins lui donner la richesse et le statut du comte. Elle insista sur le fait qu'elle avait tout fait pour son fils. Cliff la confronta à la vérité de ses motifs, expliquant que le comte de Velin traitait Justine avec gentillesse parce qu'il le plaignait d'avoir perdu sa mère à un jeune âge. Il lui dit froidement que les gens ne commettent généralement pas de meurtre par jalousie pour l'affection que leurs enfants n'ont pas reçue, et qu'en fin de compte, elle a tué Justine pour satisfaire sa propre avidité et son avarice. Quand Cliff essaya de la saisir pour la traduire en justice, Seiyuen l'arrêta et lui demanda d'attendre un instant, puis appela quelqu'un à sortir de l'obscurité. Tout le monde fut surpris par l'apparition de Pélican, le fils de Lady Aegis. Sa mère lui demanda avec choc ce qu'il faisait là, et l'aveu choquant vint de Pélican lui-même qui dit que c'était lui qui avait tué Justine. Pélican expliqua que sa mère n'était pas le tueur et que c'était lui qui avait tué son frère. Sa mère pensait qu'il essayait de la couvrir, mais il insista sur le fait qu'il était sorti parce qu'il ne pouvait plus cacher son péché. Il commença à raconter ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Il avait vu sa mère sortir tard dans la nuit, s'était méfié et l'avait suivi en secret. Là, il a vu sa mère et ses hommes jeter son frère dans le lac. Mais après le départ de sa mère, Justine est sortie du lac en rampant, ayant réussi à couper les cordes avec un couteau qu'il avait trouvé au fond. Lorsque Justine a vu son frère, Pélisson, il lui a demandé de l'aide. Mais à ce moment, une pensée terrifiante est venue à Pélisson. Si son frère revenait vivant, ce serait fini pour sa mère. Et, bien sûr, son propre avenir serait également terminé. Dans ce moment de peur et d'hésitation sans s'en rendre compte, il a arraché le couteau de la main de son frère et l'a poignardé à mort, puis a attaché la pierre à son corps et l'a de nouveau coulé dans le lac. Pélisson s'est effondré, criant sa confession. C'est moi qui l'ai tué. Après la confession de Pélisson, sa mère, Lady Aja, a essayé de le protéger, insistant sur le fait qu'elle était l'assassin, tandis qu'il continuait à confesser sa culpabilité pour la disculper. Mais soudain, le désespoir de Lady Aja s'est transformé en une décision sanglante. Elle a décidé que peu importait qui était le tueur. Tant qu'elle pouvait se débarrasser de tout le monde, ce serait comme si rien ne s'était passé. Elle a appelé ses hommes cachés à sortir et à éliminer tout le monde, mais ceux qui sont apparus n'étaient pas ses hommes, mais le prince Edith et ses soldats. Lady Aja a été choquée, et le prince a déclaré que le meurtre et la tentative de meurtre sont des crimes graves, et il a ordonné à ses hommes de les arrêter. Lady Aja et Pélisson ont été emmenés en criant, tandis que Lucian regardait leur fin misérable sans aucun sentiment de sympathie. Après cela, Kay a demandé au prince pourquoi il était là, et le prince a répondu nonchalamment qu'il passait par là et avait vu ce qui se passait. Pendant ce temps, Cliff était toujours perplexe en regardant Justine, la poupée, et il a demandé à Kay si l'âme de Justine n'était vraiment pas à l'intérieur de la poupée, ce que Kay a confirmé. Kay a révélé la vérité. Tout ce que Shano a dit à la comtesse était un mensonge. Depuis le début, Kay a conçu la poupée uniquement pour pleurer, et tout le plan n'était qu'une ruse, pour utiliser la comtesse effrayée afin de trouver le corps de Justine. À ce moment, Justine est apparue devant Cliff. Cliff a dit tristement qu'il était maintenant sûr que ce n'était qu'une poupée car le vrai Justine lui souriait toujours, mais maintenant il ne souriait pas. Cliff s'est excusé auprès de Justine en disant que s'il avait été plus sage, il aurait pu remarquer le conflit au sein de la famille et empêcher sa mort. Justine a embrassé Cliff et l'a remercié. Cliff a été très ému après avoir entendu sa voix pour la dernière fois. Après que l'âme de Justine ait risqué l'anéantissement pour habiter la poupée pendant quelques instants, juste pour remercier Cliff. Elle est ensuite montée paisiblement vers le ciel. Kay était soulagé que Justine ait enfin trouvé la paix. Plus tard, Lady Aja et Pélisson ont été condamnés à mort. Alors que Lady Aja était sur la plateforme d'exécution, Shano est soudainement apparu devant elle. Il lui a dit qu'il était venu chercher le prix de la paix qu'il avait conclu pour elle. Dans ces derniers instants,
Lady Eja réalisa que tout ce qui concernait ce créateur était étrange et que l'idée de fabriquer une poupée vivante était une affaire surnaturelle. Elle cria qu'elle avait tout perdu et qu'il n'y avait rien qu'il puisse lui prendre, mais Shano révéla le vrai prix, l'âme. Il lui expliqua que la plupart de ceux qui commettent le mal et meurent ne suivent pas facilement le dieu de la mort. Et pour cette raison, ils sont emmenés de force sous le couvert d'un paiement, la laissant dans une terreur absolue en entendant ces derniers mots sur le dieu de la mort. Après que Shano ait capturé avec succès l'âme de Lady Eja, il décida de partir. Plus tard, Kai se rendit au palais impérial pour remercier le prince Edith pour son aide dans l'affaire de Justine. Le prince le reçut avec arrogance, commentant le temps qu'il avait mis à venir, puis lui demanda directement la vérité sur cette chose qu'il avait vue le jour de l'incident. Après que le prince lui ait ordonné de répondre, Kai expliqua que le Justine qui était revenu n'était qu'une poupée. Le prince fut surpris de voir comment une poupée pouvait bouger seule, alors Kai expliqua qu'elle avait été fabriquée à l'aide de la magie des poupées mentionnées dans le livre qu'il l'avait vu lire. Lorsque le prince lui demanda où se trouvait le fabricant de poupées, Kai feignit l'ignorance, disant que c'était quelqu'un qui ne restait pas au même endroit et qu'il n'était pas proche de lui. Le prince exprima son regret à ce sujet, notant que les gens n'ont généralement pas une bonne opinion des magiciens de poupées, mais ils voient les choses différemment. Il mentionna une vieille histoire à propos d'un seul magicien de poupées qui avait réussi à anéantir une armée entière et comment ces histoires avaient suscité son intérêt pour leur pouvoir et son désir de recruter un tel magicien si l'un d'eux se trouvait à proximité. Kai changea de sujet et demanda au prince comment il était arrivé sur les lieux du crime ce jour-là. Le prince devint nerveux car la vérité était qu'il se dirigeait vers le manoir Sheraton pour voir Kai, les avait vus partir et les avait suivis en secret, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Il s'en tint donc à sa première histoire et insista sur le fait que ce n'était qu'une coïncidence. Kai lui lança un regard apitoyant, réalisant qu'il mentait et commenta qu'il était meilleur pour lire les expressions des gens qu'il ne l'avait prévu. Le prince commença à se sentir stupide chaque fois qu'il parlait avec Kai. Le prince était déconcerté, ne comprenant pas pourquoi Kai avait choisi de faire cela malgré sa nature et sa personnalité. Le prince revint ensuite à interroger Kai sur sa perte de mémoire. Il lui demanda s'il ne se souvenait de rien de l'incident qu'il avait causé, et lorsque Kai confirma, le prince demanda s'il n'était pas curieux de savoir ce qui s'était passé. Avant qu'il ne puisse lui dire, Kai l'interrompit, disant qu'il ne voulait pas l'entendre de lui. Mais à ce moment-là, la princesse Réenie apparut et proposa de lui dire elle-même la vérité sur l'incident. Kai réalisa qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à l'écoute de l'histoire, alors la princesse lui raconta la vérité choquante. On dit qu'il a sauté d'un bâtiment de son propre chef. Kai fut choqué par cette révélation. Plus tard, la princesse se plaignait à son frère de la réaction indifférente de Seiyuan à la nouvelle de sa tentative de suicide et de tous les efforts qu'elle avait déployés pour enquêter dans l'espoir de briser son sang-froid. Le prince lui a dit que ses actions ressemblaient à celles d'enfants qui agacent la personne dont ils veulent attirer l'attention. La princesse s'est fâchée et l'a nié, mais elle a souligné que lui aussi accordait beaucoup d'attention à Seiyuan. Sur ce, le prince s'est avoué, à contre-cœur, qu'il était très intéressé par ce jeune homme mystérieux. Le prince Edith et la princesse Rini ont continué leur conversation sur Seiyuan. Le prince a admis qu'il y avait quelque chose qui l'inquiétait à propos de Seiyuan, expliquant qu'il ne semblait pas être du genre à tenter de se suicider. Même si quelqu'un perd la mémoire, sa nature fondamentale ne change pas. Il a ajouté que Seiyuan semble être du genre à affronter ses problèmes et à les résoudre, et non à les fuir en mettant fin à sa vie, ce que Rini a confirmé. Le prince se souvenait également de l'expression de colère sur le visage de Seiyuan le jour de l'incident au manoir de Vilain et se demandait quelle était la raison de cette colère. Pendant ce temps, Kai réfléchissait à sa situation, en colère contre Shano de l'avoir mis dans le corps d'une personne pleine de problèmes. Bien qu'il ait décidé d'ignorer la question de la tentative de suicide de Seiyuan, il a commencé à craindre que la raison qui avait poussé Seiyuan au désespoir puisse encore exister et l'affecter également. Par conséquent, il a décidé au moins de comprendre les circonstances de l'incident. Kai est allé voir son père, Nge Batese Sheraton, et lui a directement demandé pourquoi il avait sauté. Le Batese était surpris que son fils soit au courant, mais Kai a froidement répondu que ce qui importait était de connaître la raison, et non de savoir comment il l'avait découverte. Kai a dit qu'il avait une vague idée qu'il était une personne pleine de ressentiment envers le monde. Kai lui a posé une autre question. Où s'est-il réveillé après l'incident? Était-ce dans cette maison? Le Batese a répondu non, révélant que l'endroit où l'incident s'était produit était l'Académie Goethe. Kai a commencé à analyser les nouvelles informations. Il pensait initialement que le sentiment d'infériorité et de ressentiment de Seiyuan envers son frère Lucian était la raison de sa tentative de suicide. Mais le fait que l'incident se soit produit à l'académie et non à la maison suggérait qu'il y avait une autre raison. Alors qu'il se promenait dans le jardin en réfléchissant, il a entendu le bruit d'une sculpture et a trouvé le vieux jardinier qu'il avait rencontré auparavant. Kai a remarqué que le jardinier avait l'air fatigué, et bientôt l'homme a titubé et a failli tomber d'épuisement. Kai s'est précipité pour l'aider, et le jardinier a été surpris de voir le jeune Tugei à Seiyuan. Kai lui a conseillé de se reposer à l'ombre car travailler sous le soleil brûlant l'avait affecté. Quand Kai a disparu un instant, le jardinier s'est demandé où il était allé,
Puis Kai est revenu avec un bassin d'eau. Kai a expliqué l'importance de boire de l'eau en été, et le jardinier l'a remercié, lui qui n'aurait jamais imaginé qu'un jour viendrait où il boirait de l'eau apportée par le jeune Kongte lui-même. Lorsque Kai a suggéré que le jardinier prenne le reste de la journée, l'homme a hésité, disant que la Funan était sur le point de revenir. Kai a commencé à s'interroger sur l'identité de la dame que le jardinier avait mentionnée, concluant qu'elle devait être la dame du manoir Sheraton, qu'il n'avait même pas vue une seule fois. Le jardinier lui a expliqué que la Funan s'intéresse beaucoup au jardin et veut toujours le voir différent et nouveau, c'est pourquoi un nouveau jardin doit être achevé avant son retour, ne lui laissant aucun temps pour se reposer pendant cette saison. Le jardinier s'empressa alors de lui assurer qu'il ne voulait offenser personne et que la dame était une personne raffinée et que le problème résidait dans ses propres lacunes. Kai pensa que les jardins changent naturellement avec les saisons et que le désir de changements uniquement artificiels et voyants était un goût étrange. Il en conclut que, bien qu'il ne l'ait pas rencontré, il pouvait deviner son type de personnalité à partir de cette méthode de tourmenter ses subordonnés. À ce moment, Kai entendit la servante l'appeler d'urgence. La servante, Pike, arriva haletante et dit avec empressement à Kai qu'il devait se dépêcher de rentrer car la dame était revenue. En effet, la dame, une comtesse aux longs cheveux bleus foncés, était arrivée et fut accueillie par son fils aîné, Lucian. Elle échangea des mots de louange superficiels avec lui, disant qu'il avait l'air en bonne santé grâce à son excellence, et commença d'une manière indirectement plaisante à insinuer et à se demander quelle était la raison pour laquelle son fils aîné avait de telles qualités. Elle se répondit qu'il devait avoir hérité cette excellence d'elle parce qu'elle était sa mère, ce qui mettait Lucian mal à l'aise comme toujours avec elle. La comtesse se tourna ensuite pour parler de Seiyuen, feignant l'inquiétude après avoir entendu parler de son accident. Quand Kai arriva, il les vit ensemble. Elle courut vers Kai et lui prit les mains, exprimant son extrême inquiétude pour lui et qu'elle aurait aimé être à ses côtés pendant sa maladie. Kai remarqua comment ses expressions faciales changeaient en un clin d'œil. La comtesse gronda Kai pour ne pas l'avoir salué et lui demanda s'il l'avait oublié aussi à cause de son amnésie. Elle commença ensuite à lui reprocher d'avoir choisi de sauter du bâtiment et d'inquiéter tout le monde et d'avoir pensé à jeter la vie qu'elle lui avait donnée. Lucian essaya de l'arrêter, mais elle l'ignora et continua son attaque psychologique, révélant à Kai que sa vraie mère était morte en lui donnant naissance. Kai fut choqué par cette information. Alors que Lucian essayait désespérément de le convaincre de ne pas l'écouter, la comtesse feignit la surprise, demandant s'il avait oublié cela aussi, puis le réprimanda sévèrement pour avoir oublié sa mère qui avait souffert pour lui donner naissance et était morte à cause de lui. Lucian réalisa que c'était sa méthode de torture constante. Ses paroles apparemment aimables étaient toujours remplies d'épines empoisonnées qui avaient acculé et tourmenté Sien toute sa vie. La comtesse continua son attaque, disant qu'elle comprenait maintenant pourquoi il avait choisi de mourir et que puisqu'il avait tué sa mère, il devait vivre encore plus fort pour compenser également sa vie. Lucian lui saisit le bras, le suppliant de ne pas se laisser tromper par les paroles de sa belle-mère et lui assurant que l'actuel CN était différent. À ce moment, Kai comprit tout. Il comprit enfin la raison de la vie misérable du CN original. Lucian n'était pas le problème, mais il y avait une femme à ses côtés qui creusait ses blessures et lui les rappelait constamment. Très calmement, Kai confronta sa belle-mère, lui assurant que la mort de sa mère biologique n'était pas du tout de sa faute. La comtesse fut choquée par sa réponse. Alors Kai continua, expliquant que la mort est un destin déterminé par le dieu de la mort, et que ce n'est pas quelque chose dont les humains peuvent être blâmés, et qu'il est pleinement conscient que sa mère n'est pas morte à cause de lui. Il n'était donc pas nécessaire de répéter ce mensonge. La comtesse se mit en colère car elle n'était pas habituée à ce que Sian lui réponde de cette façon. Auparavant, il avait mal et s'enfuyait en pleurant chaque fois qu'elle le confrontait avec ces mots. Elle a changé de tactique, feignant le bonheur et disant que sa défunte mère serait heureuse qu'il pense de cette façon et ne regretterait pas de mourir pour lui. Kai était d'accord avec elle, puis lui a posé une question délicate. Si elle devait choisir entre sa vie et celle de son fils, se choisirait-elle elle-même? Elle est devenue agitée et a répondu que, bien sûr, elle choisirait son fils, ce à quoi Kai a répondu que sa vraie mère aurait fait de même. La comtesse réalisa que Seiyuen n'était plus le garçon fragile qu'elle connaissait et que sa perte de mémoire avait complètement changé sa personnalité. À ce moment-là, Lucian éclata de rire, rempli de joie. Lorsque sa mère lui a demandé pourquoi il riait, il s'est excusé en disant que ce que Seiyuen avait dit était quelque chose qu'il souhaitait entendre de lui depuis longtemps et qu'il riait par bonheur extrême. Cela a encore plus irrité la comtesse qui a réprimandé Lucian pour sa réponse et a accusé les deux frères de se liguer pour se moquer d'elle et a menacé de le dire à leur père, Ngeba Tese. Face à cette situation et après que sa réputation ait été ébranlée devant les serviteurs qui regardaient la scène, la comtesse annonça qu'elle était fatiguée et qu'elle se retirerait dans sa chambre, mais elle jura de se venger de Seiyuen. Après son départ, Kai a commenté qu'il n'avait rien dit de drôle, mais Lucian lui a assuré qu'il était heureux et que c'était le jour le plus heureux de sa vie. Plus tard, lors d'une réunion avec son père, Ngeba Tese, Kai a annoncé sa décision de retourner à l'Académie Gotha. Son père, Ngeba Tese, a été choqué et a demandé pourquoi il voulait y retourner, ce à quoi Kai a répondu qu'il devrait au moins obtenir son diplôme. Lucian l'a supplié de rester, mais Kai a insisté,
disant qu'il avait aussi des affaires à enquêter là-bas. Le comte, Ngebatese, a accepté sa décision, considérant que c'était la première fois que son fils prenait une décision par lui-même et qu'il avait maintenant la force de décider de ses propres affaires. Quand il lui a demandé la date de départ, Kai a répondu qu'il partirait le lendemain, ce qui a encore plus choqué Lucian. Après que Kai se soit décidé, il a rassuré son frère Lucian, qui a compris sa décision et lui a demandé d'arrêter de surréagir. Le lendemain matin, Lucian a constaté que son frère était déjà parti, laissant derrière lui un petit mot qui disait « Je reviendrai. Don't worry ». Pendant ce temps, le vieux jardinier, Bézon, se dirigeait vers le jardin pour travailler, ignorant les conseils du médecin de se reposer parce que la comtesse était revenue et que le travail devait être terminé rapidement. Mais en arrivant, il fut stupéfait de constater que l'énorme statue sur laquelle il travaillait avait été entièrement et magistralement achevée du jour au lendemain. Il réalisa immédiatement qu'il s'agissait du même talent de sculpteur magistral qu'il avait vu dans la petite statue de la jeune fille, Josette, et il s'interrogea sur l'identité de ce mystérieux sculpteur de génie. En chemin, Kai réalisa qu'il ne connaissait pas du tout le chemin de l'Académie Goethe et qu'il ne pouvait pas retourner au manoir et demander un garde après la scène qu'il avait provoquée lors de son départ. Il décida de se concentrer d'abord sur la sortie de la capitale, alors il demanda à un passant le chemin des portes extérieures. L'homme lui donna des indications simples. Mais après 1 heure de marche, Kai sentit que quelque chose n'allait pas, alors il demanda à nouveau au même homme qui répéta les mêmes indications. Kai le remercia pour son aide puis se remit en marche. Après avoir marché longtemps en vain, il s'arrêta pour demander à une autre personne, seulement pour découvrir que c'était le même homme aux cheveux bleus pour la 3e fois. Kai réalisa finalement qu'il avait tourné en rond. Le jeune homme a commenté sarcastiquement qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avoir autant de mal à trouver les portes extérieures, et que c'était la 6e fois qu'ils se rencontraient. Le jeune homme prit pitié de Kai et décida de l'y emmener lui-même, seulement pour que Kai découvre que la porte avait été très proche tout le temps. Quand le jeune homme apprit que la destination de Kai était l'Académie Goethe, il fut surpris de voir comment quelqu'un avec un si mauvais sens de l'orientation pouvait s'y rendre. Et en effet, dès qu'il lui dit au revoir, Kai reprit le mauvais chemin, ce qui incita le jeune homme à l'arrêter. Le jeune homme soupira et dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Et puisqu'il allait dans la même direction, il l'accompagnerait à l'académie. Cette gentillesse excessive éveilla les soupçons de Kai, et il lui dit qu'il n'était pas du genre à accepter une générosité excessive sans raison. Le jeune homme aux cheveux bleus arrêta de nouveau Kai alors qu'il se dirigeait dans la mauvaise direction, attrapa les rênes de son cheval et lui dit qu'il l'accompagnerait puisqu'ils allaient dans la même direction. Bien que Kai ait compris que le jeune homme essayait de le guider sans l'admettre, il décida de le suivre parce qu'il était complètement perdu. Ils chevauchèrent ensemble dans un silence complet. Le jeune homme se dit que Kai le traitait comme s'il n'existait pas alors qu'il le guidait, et qu'il avait un talent particulier pour agacer ceux qui l'aidaient. Il se demanda pourquoi il continuait à l'aider même s'il était agaçant. Il en conclut qu'il le faisait parce qu'il semblait si faible et impuissant qu'il craignait de le retrouver un jour perdu à l'autre bout du continent s'il le laissait seul, se souvenant d'une précédente rencontre qu'ils avaient eue dans leur enfance. Néanmoins, il trouva la confiance en soi et l'attitude directe de Kai intéressante. Lorsqu'ils arrivèrent à une auberge, l'aubergiste, Tina, les accueillit et leur demanda s'ils voulaient une seule chambre. Ils affirmèrent tous les deux rapidement qu'ils n'étaient pas ensemble, puis Kai demanda des chambres séparées, des repas et de l'eau pour le bain. Tina expliqua qu'elle se préparait à les servir. Après avoir montré leur chambre au jeune homme et à Kai, elle retourna préparer leur nourriture. Des hommes ennuyeux apparurent et commencèrent à la chercher, provoquant une agitation. Tina essaya de se cacher d'eux parce que son père lui avait demandé de les éviter pour qu'ils ne détruisent pas l'endroit. Le jeune homme aux cheveux bleus et Kai apparurent derrière elle et la distrairent en faisant semblant d'avoir faim. Tina se mit à préparer leur nourriture, et les fauteurs de troubles se réjouirent quand ils virent qu'elle était enfin apparue. Tina s'excusa auprès de Kai et du jeune homme pour le manque de place dans son auberge et leur demanda de partager une table, mais l'un des fauteurs de troubles l'attrapa violemment. Tina lui demanda de la lâcher, mais il continua à la harceler. Son père essaya de la défendre, mais l'agresseur le poussa violemment et le fit tomber au sol. L'agresseur attrapa de nouveau Tina. Alors qu'elle criait à l'aide, le jeune homme aux cheveux bleus intervint dans la bagarre, attrapa le poignet de l'agresseur et lui demanda calmement de lâcher la jeune fille pour qu'il puisse manger sa nourriture. L'agresseur pensa que ce jeune homme souhaitait la mort, et puisqu'il était avide de se battre, il décida de lui accorder son souhait. Le commentaire froid de Kai selon lequel l'agresseur n'apprécierait pas le combat déconcerta l'homme. Le jeune homme attrapa l'agresseur et lui dit qu'il ne cherche pas les ennuis, mais qu'il ne les fuit pas non plus. Puis il lui écrasa la main avec une grande force, faisant hurler l'homme de douleur. Les compagnons de l'agresseur furent choqués par cette force inattendue. Alors que l'un d'eux essayait de l'attaquer par derrière, le jeune homme a habilement sorti un poignard et coupé la main de l'attaquant, lui conseillant d'être reconnaissant que ce ne soit pas sa main droite. À ce moment, l'agresseur a reconnu l'identité du jeune homme aux cheveux bleus grâce à son style de combat utilisant 2 poignards et sa vitesse incroyable. Il a crié de terreur, demandant s'il était Jaran de la guilde des mercenaires noirs. Jaran est connu comme une figure légendaire qui a atteint le rang de mercenaire de classe S en utilisant seulement 2 petits poignards.
Et malgré son apparence amicale, il est célèbre pour sa cruauté et son impitoyabilité. L'agresseur réalisa qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne, et dans une tentative désespérée, il décida d'attaquer directement. Mais il passa soudainement devant Jaran, et Kai apparut derrière lui, mettant un couteau sur son cou. Jaran n'avait pas encore réalisé que la seule préoccupation de l'attaquant était de prendre un otage. Dans un moment de confusion, l'attaquant réussit à attraper Kai et à l'utiliser comme otage. Mais Kai, au lieu d'avoir peur, posa très calmement une question étrange au ravisseur. N'est-il pas d'usage, lorsqu'on prend un otage, de choisir une femme ou une personne âgée? Il se demanda ensuite pourquoi il l'avait choisi lui et s'il avait l'air plus faible que cette fille. Le ravisseur fut stupéfait par cette question bizarre et lui ordonna de se taire. Kai expliqua qu'il n'appréciait pas du tout cette situation et que la chose qu'il détestait le plus au monde était d'être touché par quelqu'un avec un léger contact sur le bras du ravisseur. Kai utilisa sa connaissance des points de pression du corps, causant à l'homme une douleur atroce qui le fit lâcher son arme et tomber au sol, se tordant de douleur. Jaran lui-même fut choqué qu'une simple pression puisse causer autant de douleur. Kai expliqua que le corps humain a des points faibles qui peuvent être mortels avec un léger contact et conseilla au ravisseur effondré de choisir ses otages avec plus de soin la prochaine fois. Tina était étonnée de voir comment une personne d'apparence belle pouvait vaincre un énorme mercenaire en un instant. Jaran se tourna ensuite vers le reste des assaillants et leur demanda s'ils en voulaient plus. Après que Kai et Jaran aient facilement vaincu les assaillants, Kai demanda froidement aux hommes restants s'ils en voulaient plus ou s'ils devaient partir. Les hommes s'enfuirent en terrifiant, s'excusant pour le dérangement. Alors que Kai était assis à la table, Jaran était impressionné par lui, réalisant qu'il n'était pas seulement un jeune maître calme et têtu comme il l'avait pensé au début. Kai dit à Jaran qu'il n'était pas nécessaire qu'ils s'assoient ensemble puisqu'ils n'étaient pas des compagnons de voyage, mais Jaran insista pour qu'ils mangent ensemble. Jaran insista sur le fait que c'était lui qui se sentait seul et demanda à Kai de manger avec lui. Kai accepta à contre-cœur, admettant en lui-même que Jiran l'avait aidé à arriver ici en toute sécurité, et qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer froidement. Alors qu'ils étaient assis, ils réalisèrent qu'ils ne connaissaient pas encore leur nom, alors le jeune homme aux cheveux bleus se présenta comme Jiran. Et Kai répondit qu'il était Cien, et ils se serrèrent la main. Alors qu'ils reprenaient leur voyage, Jiran demanda à Kai pourquoi il allait à l'académie. Kai répondit qu'il avait ses raisons personnelles et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Jiran lui dit que le quartier général de la guilde des mercenaires noirs était également situé dans la capitale, il pourrait donc l'emmener à l'académie. Il lui a ensuite demandé quelles compétences il avait utilisées à l'auberge pour maîtriser l'énorme mercenaire avec seulement 2 doigts. Kai a vaguement répondu qu'il l'avait appris naturellement il y a longtemps. Mais la vérité, comme il se le rappelait, remontait à ses anciens jours où il avait commencé à apprendre l'art de la fabrication de poupées. Afin de créer parfaitement une poupée vivante, il devait étudier le corps humain en profondeur, pas seulement en lisant tous les livres disponibles, mais aussi en achetant des cadavres et en les disséquant. Grâce à cette étude, il a naturellement appris tous les points faibles et les points de pression du corps humain, mais il a décidé de ne pas tout dire à Jaran. Ils ont continué à parler ensemble pendant longtemps jusqu'à ce que le temps passe vite. Lorsqu'ils sont arrivés dans un village appelé Abli, où ils prévoyaient de passer la nuit, Kai s'est soudainement arrêté avec un regard d'horreur dans les yeux. Kai avait eu une vision claire. Ce jour-là, tous les habitants de ce village mouraient. À l'auberge du village, Kai était distrait, alors Jaran lui a demandé s'il devait vraiment rester là. Jaran a souligné que le soleil s'était couché et que le village suivant était à une demi-journée de là, ce qui signifie que partir maintenant les obligerait à passer la nuit à la belle étoile. Jaran a parlé à Kai d'un ton curieux, remarquant que son visage était troublé depuis un moment, puis il lui a demandé où il allait. Kai a répondu qu'il allait juste prendre l'air. Jiran a demandé à Kai de le laisser l'accompagner, mais Kai a calmement expliqué qu'il préférait sortir seul pour réfléchir à quelque chose. Et là, il a vu ce qui confirmait sa vision. Le village grouillait de faucheuses sinistres. Kai se demandait pourquoi il devrait s'en soucier, car il n'était plus une faucheuse et n'avait aucune responsabilité. Il a décidé que tout ce qu'il avait à faire était de partir tôt le matin. Mais alors qu'il était sur le point de retourner à l'auberge, une petite fille a attrapé ses vêtements. Alors que Kai était perdu dans ses pensées, une petite fille l'a interrompu et lui a offert un bonbon. Kai lui a demandé pourquoi, et elle a répondu qu'elle avait vu qu'il avait l'air triste. La petite fille, qui s'appelait Miru, a expliqué que ce bonbon l'aidait quand elle était triste. Puis sa mère l'a appelée et elle s'est dépêchée de partir. Kai se sentit triste pour le sort de la fillette innocente. Après son départ, Kai décida de retourner à l'auberge, mais il réalisa une fois de plus qu'il avait perdu son chemin. Jaran est soudainement apparu, alors Kai lui a demandé comment il l'avait trouvé. Jaran a répondu qu'il l'avait suivi parce qu'il s'attendait à ce qu'il se perde, et il avait raison. Jaran a ramené Kai à l'auberge, puis a pris un raccourci, ce qui a fait remarquer à Kai que Jaran connaissait bien le village. Jaran a expliqué qu'il avait visité le village plusieurs fois pour des missions d'affaires, puis a plutôt demandé à Kai s'il avait une famille. Jaran a répondu que toute sa famille était décédée. Kai lui posa une question directe et choquante. Sont-ils tous morts le même jour? Jaran fut choqué et confirma qu'ils étaient morts dans un accident quand il était jeune et demanda à Kai comment il le savait.
Kai s'excusa pour sa curiosité, disant que c'était juste de la curiosité. Plus tard dans la nuit, Jaron sortit furtivement de l'auberge portant une cape, mais Kai l'intercepta dans une ruelle sombre et lui demanda pourquoi il sortait. Jiran fut surpris et lui demanda comment il connaissait ses allées et venues. Kai affirma qu'il l'avait suivi parce qu'il lui semblait suspect, mais la vérité, comme il le pensait, était qu'il soupçonnait Jaran d'être celui qui apporterait la mort à ce village, peut-être à cause de ce qui s'était passé il y a 20 ans. Les soupçons de Kai furent confirmés. Jaron était cet enfant qu'il avait rencontré il y a 20 ans. Kai, avec sa mémoire d'ancien faucheur, se rappela les détails de l'incident tragique. Il avait visité ce village il y a 20 ans à cause d'une terrible peste qui se propageait. Les villageois qui dépendaient des voyageurs pour leur subsistance avaient peur que la nouvelle de la peste ne détruise leur économie, alors ils commirent un crime horrible. Ils prirent la famille de Joron, qui fut la première à être infectée, et les enterrèrent vivants pour cacher l'affaire. La famille de Joron avait pressenti son destin tragique et avait secrètement envoyé son jeune fils, Joron, le seul qui n'était pas infecté, hors du village pour le sauver. Mais le petit garçon a tout vu et a été témoin du meurtre de toute sa famille par ses voisins. Kai continua de raconter l'histoire tragique de Joron, expliquant comment ce petit garçon avait vu ses parents et sa sœur être enterrés vivants par les villageois. Le garçon s'enfuit pour sauver sa vie, mais il revint des années plus tard avec le cœur brûlant de haine et un désir de vengeance. Son plan était d'empoisonner le puits et de tuer tout le monde dans le village. Revenant au présent, Jaron admit que tout ce que Kai avait dit était vrai et que ce qu'il faisait n'était que vengeance, mais il demanda à nouveau à Kai comment il savait tout cela. Kai expliqua que parfois, si une âme morte le souhaite ardemment et obtient la permission du dieu de la mort, elle peut rester à côté de ses proches pour les protéger. Il souligna que la chance que Jaran avait si souvent dans sa vie, y compris leurs fréquentes rencontres, n'était pas une coïncidence, mais grâce aux esprits gardiens de sa famille qui le guidaient et le protégeaient. Kai dit à Jaron, en parlant du grand village, que peut-être le dernier souhait de sa famille était de rester près de lui, le garçon qui avait perdu sa famille à un jeune âge. Jaron ne croyait pas à cette histoire, alors Kai lui dit que sa famille lui était apparue en rêve et lui avait tout raconté. Jaron se mit en colère et refusa de croire à ces absurdités, insistant sur le fait qu'il avait vécu pendant plus de 10 ans à attendre son moment de vengeance. Kai essaya de le persuader de changer d'avis, l'avertissant que s'il tuait tous ces gens, il passerait le reste de sa vie à entendre leurs cris horribles. Il lui demanda s'il croyait vraiment que la vengeance lui apporterait le bonheur, puis lui proposa de lui raconter une vieille histoire sur la vengeance d'un homme. Kai commença à raconter sa propre histoire sans révéler son identité, parlant d'un homme qui avait une amante plus précieuse que sa propre vie. Mais d'autres la considéraient comme un mauvais présage et essayèrent de la tuer, alors l'homme combattit le monde entier pour la protéger. Mais dans un moment d'inattention, son amante fut tuée. À partir de ce moment, la vengeance de l'homme commença. Il a tué tous ceux qui ont participé à sa mort jusqu'à ce qu'il noie le monde dans le sang. Et quand Jiran a demandé ce qui était arrivé à cet homme après avoir accompli sa vengeance, Kai a répondu qu'il avait regardé le monde qu'il avait détruit de ses propres mains et avait choisi la mort. Kai a dit à Jiran qu'il ne l'arrêterait pas, mais qu'il voulait clarifier une vérité. La vengeance ne mène pas au bonheur ou à la libération, mais à plus de misère et à un lien horrible avec le passé. Ces mots ont affecté Jaron qui a commencé à douter du désir auquel il s'était accroché pendant si longtemps, et il s'est demandé si c'était la fin qu'il voulait ou ce que sa famille aurait souhaité pour lui. Quand Kai a vu sa confusion, il a proposé de lui laisser la faire. Il lui a demandé de prendre le poison et de le garder et de se donner le temps de réfléchir. Il lui a promis que si, après mûre réflexion, il décidait que la vengeance était toujours plus importante que son bonheur, il pourrait revenir vers lui et il lui donnerait le poison sans un mot. Jaran accepta et remit le poison à Kai. En retour, Kai lui a donné le bonbon qu'il avait pris à la petite fille, lui disant que quelqu'un lui avait dit que c'était le meilleur médicament quand on est triste. Jaron regarda le bonbon dans sa main et éclata d'un rire hystérique qui se transforma en larmes. Puis il s'est un peu calmé, marmonnant que c'était un médicament terrible. À ce moment, il sentit la présence des esprits gardiens de sa famille le réconforter. Plus tard, Shano est apparu, lui disant qu'il avait fait quelque chose d'incroyable. Cette nuit-là, alors que Kai était dans sa chambre, Shano apparut devant lui. Shano le gronda, disant qu'il avait entendu dire qu'il avait causé beaucoup de problèmes. Kai nia avoir fait quoi que ce soit, ce qui rendit Shano furieux, qui se demanda comment il pouvait dire cela après avoir fait passer de nombreux faucheurs sinistres du village d'Abli pour des imbéciles, lui rappelant la règle selon laquelle quiconque interfère avec le travail du dieu de la mort peut être tué. Kai répondit calmement qu'il n'avait jamais interféré avec le travail du faucheur, et que tout ce qu'il avait fait était d'empêcher son compagnon, Joron, de faire quelque chose de stupide. Shano sourit sarcastiquement et commenta que Kai était devenu audacieux après être redevenu humain, ce à quoi Kai répondit que ce n'était pas de sa faute, mais de la faute de Shano de l'avoir ramené à la vie sans demander. Shano grogna qu'il ferait face à une sévère réprimande de ses supérieurs parce que toute une liste d'humains qui étaient censés mourir était toujours en vie. Kai lui souhaita froidement bonne chance, ce qui agaça encore plus Shano, qui le traita de sale bâtard avant de disparaître. Au fond de lui,
Kai connaissait l'ampleur du péché qu'il avait commis en empêchant des morts humaines et réalisa que Shano était indulgent avec lui, alors il le remercia d'une voix faible. Shano revint et demanda à Kai d'un ton quelque peu réprobateur de mieux le traiter la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Kai et Geron arrivèrent enfin à l'Académie Goethe. Kai fut impressionné par la vue de l'Académie comme si c'était la première fois que ses yeux se posaient sur elle. Geron demanda à Kai pourquoi il était retourné à l'endroit où l'on disait qu'il avait sauté d'un bâtiment. Kai répondit qu'il voulait savoir pourquoi il avait essayé de se tuer parce qu'il ne se souvenait de rien, peu importe ses efforts. Il ajouta en plaisantant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Même s'il ressentait à nouveau l'envie de mourir, il resterait en vie. Jaran fut rassuré lorsqu'il remarqua que Kai était de suffisamment bonne humeur pour plaisanter. Quand vint le moment de se dire au revoir, Jiran proposa à Kai de l'aider à tout moment, lui demandant de visiter le quartier général de la guilde des mercenaires noirs s'il avait besoin de quoi que ce soit. Kai le remercia de l'avoir emmené à l'académie, mais Jaran répondit que c'était lui qui devait le remercier car il l'avait empêché de laisser sa haine prendre le contrôle de lui. Après l'arrivée de Kai à l'Académie Goethe, la scène se déplace vers le bureau du comte Churitan où il examinait un rapport d'enquête sur le vicomte Chican. Le comte expliqua à son fils Lucian qu'il y avait beaucoup de choses qui ne semblaient pas logiques à propos du vicomte. Il était apparu dans l'Empire il y a 10 ans comme un marchand qui avait acheté son titre avec de l'argent, mais la source de cette immense richesse qui lui avait permis de bâtir une base de pouvoir si rapidement reste un mystère, surtout qu'il n'était qu'un colporteur sans nom. Le comte dit à son fils qu'il n'avait rien pu découvrir. Et pire encore, tous ceux qu'il avait envoyés enquêter sur le vicomte avaient disparu. Cela augmenta ses soupçons qu'il cachait un secret dangereux. La conversation se tourna ensuite vers Seiyuen, Lucian exprimant son inquiétude constante pour son frère, et M. Le comte essaya de le rassurer en lui disant que Seiyuen avait changé et serait capable de se débrouiller, mais Lucian lui rappela qu'il connaissait la vérité sur l'Académie Goda mieux que quiconque. Bien que l'Académie Goda se targue d'avoir les meilleures installations et les meilleurs professeurs, sa réalité est complètement différente. La plupart de ses étudiants étaient des nobles et des membres de familles royales, et le simple fait de les rassembler en un seul endroit suffisait à transformer l'académie en un champ de bataille, un lieu où les conspirations et les trahisons prospéraient, où le pouvoir décidait de tout et où les faibles étaient impitoyablement écrasés. Lucian, en tant que diplômé de l'académie, connaissait bien cette vérité et était inquiet car son frère, qui en était revenu à moitié mort la dernière fois, insistait pour y retourner, souhaitant qu'il tienne bon cette fois. Pendant ce temps, Kai traversait les couloirs de l'académie, entendant les chuchotements des élèves autour de lui. Ils exprimaient leur mécontentement à son retour, disant qu'il aurait dû rester mort et le traitant de déchet. Kai réalisa qu'il s'attendait à cet accueil et qu'il était complètement isolé dans cet endroit lorsqu'il essaya de demander à des étudiants le chemin du bureau du directeur. Ils l'ignorèrent et s'enfuirent. Alors qu'il était perplexe, un jeune homme aux cheveux bruns l'appela et lui proposa de lui montrer le chemin, bien qu'il n'ait pas l'air heureux de le faire. Dans le bureau du directeur, un homme gros portant un chapeau de magicien l'accueillit avec un enthousiasme exagéré et lui dit qu'il avait reçu une lettre de son père indiquant que CN allait recommencer après l'accident qui avait causé sa perte de mémoire. Mais le directeur posa ensuite une question qui éveilla les soupçons de Kai, demandant s'il y avait autre chose que son père avait envoyé avec lui. Kai répondit qu'il pensait que le directeur avait déjà reçu toutes les nouvelles, ce qui déconcerta le directeur. Mais Kai insista en demandant s'il y avait autre chose qui l'attendait. Mais Kai lui dit qu'il n'avait rien apporté d'autre avec lui. Le directeur dit calmement à Kai qu'il pouvait partir, lui rappelant d'éviter de causer des problèmes inutiles à partir de maintenant, réalisant que l'homme attendait un pot de vin, une habitude éloignée de la famille Sheraton connue pour son intégrité. À la porte, il trouva le jeune homme qui l'attendait toujours, qui lui expliqua qu'il partageait la même chambre et qu'il allait attendre pour l'Y guider. Ce jeune homme se demandait pourquoi il attendait Seiyuen car il ne l'aimait pas vraiment. Le Seiyuen original était un garçon agaçant, fort contre les faibles et faible contre les forts, et il a toujours ignoré et méprisé ce jeune homme pour être un roturier. Mais il remarqua que Seiyuen avait changé d'une manière ou d'une autre après l'accident. Kai interrompit ses pensées lorsqu'il le remercia d'avoir attendu. Le jeune homme fut complètement choqué, se demandant comment CN pouvait remercier un roturier. Cette situation l'a incité à demander si la rumeur concernant sa perte de mémoire était vraie, ce que Kai a confirmé. Le jeune homme commençait maintenant à comprendre la raison du comportement étrange de CN et le fait qu'il ne savait pas où se trouvait le bureau du directeur. Alors qu'il se dirigeait vers le dortoir, le jeune homme a demandé à Kai s'il ne se souvenait pas non plus de la chambre. En effet, Kai a été surpris par sa taille. Le jeune homme a expliqué que l'académie était célèbre pour ses bonnes installations et a montré le lit de Kai. Il lui a ensuite demandé s'il se souvenait de son nom, et lorsque Kai a dit non, le jeune homme s'est présenté comme Kanto. Kai a répondu en se présentant également, ce qui a de nouveau surpris Kanto car c'était la première fois que CN se présentait par son nom alors qu'il partageait une chambre depuis longtemps. Kanto a demandé à Kai pourquoi il était revenu à l'académie après l'avoir quitté à la suite d'un accident. Kai a répondu clairement qu'il était revenu parce qu'il voulait connaître la raison de sa tentative de suicide et qu'il avait le sentiment que la raison se trouvait ici à l'académie. Kanto lui a conseillé qu'il aurait été préférable de le tenir éloigné de l'académie dès le début.
Kai a ajouté que la meilleure façon de faire est d'affronter et de résoudre directement les problèmes non résolus. Kanto a été impressionné par le courage de cette réponse. Kai lui a alors demandé où étaient les chiffons, ce qui a déconcerté Kanto qui ne comprenait pas ce qu'il pouvait en avoir besoin. Kai a répondu qu'il en avait besoin pour le nettoyage. Le lendemain matin, Kanto a trouvé Kai et lui a demandé avec étonnement ce qui s'était passé. Il a expliqué qu'à son réveil, il avait trouvé le côté de la pièce de Kai d'une propreté étincelante, à tel point qu'il pouvait voir son reflet sur le sol, soulignant que bien que le CN original soit obsédé par la propreté, il n'aurait jamais pensé à se nettoyer lui-même. Kai a répondu froidement que le nettoyage est une tâche normale, et si une personne aime la propreté, elle devrait se nettoyer elle-même. Kai a ajouté que le nettoyage était l'un de ses passe-temps, ce qui a encore plus déconcerté Kanto, qui se demandait si c'était quelque chose que les nobles disaient. Plus tard dans la salle à manger, Kanto a remarqué que Kanto allait chercher sa nourriture lui-même sans hésitation. Kanto s'est dit que l'académie interdisait aux étudiants d'amener leurs serviteurs, mais les nobles trouvent généralement des étudiants roturiers pour faire ces tâches à leur place. Kanto s'est souvenu que les nobles ayant une influence limitée, comme l'ancien sien, devaient parfois aller chercher leur propre nourriture, et il le faisait la tête baissée de honte. Mais aujourd'hui, Sien ne montrait aucun signe de cette honte. Il marchait avec confiance, tenant son plateau rempli de nourriture. Kanto s'est rendu compte que CN avait vraiment changé et n'était plus le gredin qu'il connaissait. Alors que Kai cherchait un endroit pour s'asseoir, un étudiant a tendu le pied pour le faire trébucher. Kai a immédiatement compris que l'étudiant voulait qu'il lui marche sur le pied pour passer. Très calmement, Kai a marché fort sur le pied de l'étudiant qui a crié de douleur. Il lui a demandé avec colère ce qu'il faisait, ce à quoi Kai a répondu innocemment si c'était ce qu'il voulait. L'étudiant lui a dit avec colère d'arrêter de dire des bêtises. Lorsque Kai a demandé s'il essayait de le faire trébucher, l'étudiant s'est énervé et a reculé, de peur de créer des problèmes avec le fils d'un comte. Kai s'éloigna, laissant l'étudiant réfléchir à la façon dont le stupide CN qui avait l'habitude de s'enfuir ou de lancer des regards noirs avec colère avait changé. Kai rejoignit Kanto, qui étouffait son rire, impressionné par la façon dont Kai avait géré la situation et sentait qu'il prendrait plaisir à le regarder dans les jours à venir. Ailleurs, un étudiant racontait au chef de son groupe, Nge Elnus, le retour de CN. Elnus reçut la nouvelle avec un sourire narquois, commentant que grâce à ce bâtard, il ne s'ennuierait pas avant un moment. En classe, Kai se retrouva la cible des brimades des élèves qui continuaient à lui lancer des déchets et des papiers. Mais quand l'un d'eux lui lança un chiffon sale, sa patience s'épuisa, et il le renvoya à la personne qui l'avait lancé, avertissant silencieusement et d'une manière menaçante tout le monde que s'il lui lançait à nouveau des déchets sales, il s'assurerait qu'il comprenne le sens de la vraie propreté. Avant que la situation ne dégénère, un nouveau professeur souriant entra dans la classe, accueillant tout le monde. Le professeur entra dans la classe et remarqua l'atmosphère tendue, se demandant pourquoi, car il avait l'habitude que les élèves soient heureux de le voir. Le professeur repéra Cien, et au lieu de l'accueillir, il décida de l'embarrasser pour célébrer son retour, lui demandant de résoudre un problème de mathématiques extrêmement difficile au tableau. Pendant ce temps, Kai pensa qu'il avait réalisé lors de son premier jour à l'académie que personne n'approche CN avec de bonnes intentions. Les élèves se moquèrent de lui, s'attendant à son échec épique, et l'élève qui lui avait jeté le chiffon ricana, s'attendant à ce qu'il échoue car les maths étaient sa pire matière. Mais Kai se dirigea calmement vers le tableau et résolut le problème complexe en quelques secondes, laissant le professeur et les élèves dans un état de choc et d'incrédulité. Les élèves ne pouvaient pas comprendre comment Kai avait pu résoudre le problème si facilement. Son colocataire, Kanto, lui demanda comment il avait fait alors que les maths étaient sa pire matière, ce à quoi Kai répondit froidement qu'il avait un peu étudié après l'accident. L'élève turbulent fut stupéfait par cette transformation. Sien ne tombait plus dans les pièges, était devenu sûr de lui, et maintenant il excellait aussi dans ses études. Ailleurs, un étudiant disait à son chef, Ngeelna, que Sien avait changé. D'autres étaient d'accord, notant que son aura avait complètement changé et qu'il était devenu étrangement froid, mais Elnus refusa de le croire, pensant que l'accident ne lui avait fait que perdre son sens de la peur et qu'il retournerait pleurer et le supplier dès qu'il le verrait. Elnus ordonna à ses hommes de lui amener Sien la prochaine fois car il avait besoin de lui parler. Plus tard, Kanto trouva Kai endormi dans le jardin de l'académie et lui demanda pourquoi il dormait comme ça. Kai expliqua qu'il était fatigué de voir tout le monde essayer de lui chercher des noises. Alors qu'ils étaient sur le point de retourner au dortoir, Kai s'arrêta soudainement et dit merci à une personne invisible, expliquant qu'il les remerciait de lui avoir permis de partager l'espace. Kanto était confus car il ne voyait personne. Mais en réalité, une personne mystérieuse observait de loin et fut choqué que Kai soit capable de remarquer sa présence, la première fois qu'il ait jamais été découvert. De retour dans leur chambre, Kanto demanda à Kai à propos de l'autre personne partageant leur chambre, notant qu'il n'était pas revenu la nuit dernière non plus. Kanto continua sa conversation avec Kai, l'avertissant à propos de leur troisième colocataire. Il expliqua que cette personne est l'étudiant le plus dangereux de l'académie et qu'aucun étudiant qui l'ait mis en colère n'a obtenu son diplôme en toute sécurité. Il ajouta que cet étudiant ne montre aucune pitié envers quiconque, quel que soit son statut,
et a commis de nombreux actes de violence horribles. Malgré tous les problèmes qu'il cause, l'Académie n'a pris aucune mesure contre lui, ce qui amène tout le monde à supposer qu'il appartient à une famille très influente. Kanto conseilla à Kai de l'éviter complètement car sa personnalité est extrêmement mauvaise. Plus tard, alors que Kai traversait l'un des couloirs de l'Académie, une belle jeune fille aux longs cheveux noirs passa près de lui. À ce moment, Kai sentit son cœur battre fort, et il se demanda si c'était son cœur, et non son esprit, qui se souvenait de cette fille. Il en conclut que le CN originel décédé était probablement amoureux d'elle, mais il trancha la question dans son esprit, déclarant que ses sentiments n'existent plus maintenant. Kai l'ignora complètement et passa devant elle sans aucun intérêt, ce qui la surprit et la choqua. Kanto remarqua la scène et lui expliqua que la jeune fille était Lady Emma Kaz, la fille unique de la famille du comte Kaz. Il expliqua que le CIEN originel était tombé amoureux d'elle au premier regard et avait l'habitude de la suivre partout alors qu'elle le méprisait intensément, et cette relation à sens unique était connue de tous à l'Académie. Kanto se tourna vers CIEN, exprimant son soulagement que Kai l'ait oublié, puis l'exhorta à tenir bon et à rester fort. Cette nuit-là, Kanto dormait dans leur chambre tandis qu'un jeune homme aux cheveux noirs en bataille se faufilait par la fenêtre. Kai était éveillé et le confronta calmement, notant que ses pas étaient trop assurés pour un voleur, mais qu'il n'avait aucune intention meurtrière pour être un assassin. Le jeune homme s'allongea sur le lit vide, et Kai réalisa qu'il devait être leur troisième colocataire et se demanda pourquoi il entrait par la fenêtre au lieu de la porte. Le lendemain matin, Kanto se réveilla et hurla de terreur en voyant leur colocataire, Roko. Kai lui dit calmement que Roko était arrivé la nuit dernière et que Kanto dormait si profondément qu'il ne l'avait pas senti. Roko fut agacé par leur bruit et leur ordonna immédiatement de se taire. Kanto s'excusa rapidement auprès de Roko de l'avoir dérangé. Kai regarda Roko et réalisa qu'il était la même personne mystérieuse qu'il avait observée dans le jardin la veille. Kai remarqua que Roko avait l'air épuisé et ébouriffé. Roko demanda sèchement à Kai ce qu'il regardait. Kai répondit froidement qu'il regardait ses cheveux et ses vêtements en désordre. Kanto devint nerveux face à la réponse audacieuse de CN et se précipita vers lui chuchotant avec panique, lui rappelant qu'il l'avait prévenu de ne pas s'impliquer avec cette personne. Kai ignora les avertissements paniqués de Kanto et demanda calmement à leur nouveau colocataire, Roko, d'utiliser la porte au lieu de la fenêtre à l'avenir, car entrer comme ça la nuit était agaçant. Ce commentaire mit Roko en colère, qui attrapa Kai par ses vêtements tandis que Kanto hurlait de terreur. Mais Kai, au lieu d'avoir peur, posa sa main sur sa tête. Roko didn't understand why he did that. Kai s'excusa calmement, expliquant qu'il était frustré de ne pas pouvoir parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux, puis changea soudainement de sujet, disant qu'il était l'heure du petit déjeuner. Kai invita Roko à manger ensemble, mais Roko lui dit de se perdre, alors Kanto demanda à CN d'arrêter de le provoquer. Kai les ignora et partit, disant qu'il les verrait en classe. Roko resta perplexe, s'interrogeant sur cet étrange jeune homme. Kanto rattrapa Kai et lui demanda s'il avait perdu son sens de la peur en même temps que sa mémoire, lui rappelant à quel point Roko était dangereux et que l'ancien CN n'osait même pas le regarder dans les yeux. Kai répondit sarcastiquement qu'il ne pouvait pas le regarder dans les yeux parce que ses cheveux les recouvraient dans la salle à manger. Alors que Kanto essayait toujours de prévenir Kai, un autre étudiant, Robin, les interrompit et dit à Kai que Laurelnus voulait le voir. Kai a fait semblant de ne pas le connaître, alors Robin s'est mis en colère et lui a ordonné de venir à leur club juste après les cours. Après leur départ, Kai a demandé à Kanto qui était Elnus, et Kanto lui a dit que c'était la personne qui avait rendu la vie du CN original plus difficile. Kanto commença à raconter l'histoire. Quand CN s'est inscrit à l'académie, les étudiants s'intéressaient à lui pour sa beauté frappante. Mais avec le temps, à cause de sa personnalité têtue et de son complexe d'infériorité, tout le monde a progressivement commencé à le fuir. Pendant cette période, Elnus, le fils d'un duc qui était comme le souverain absolu de l'académie, est apparu. Elnus a commencé à torturer CN cruellement comme s'il jouait avec un jouet, ce qui a incité les autres étudiants à éviter CN encore plus. Et finalement, ils ont suivi le mouvement et ont commencé à le harceler avec Elni. Et Elni ciblait à nouveau CN juste au moment où la perception que les gens avaient de lui commençait enfin à changer. Kanto a ensuite essayé d'encourager Kai, lui conseillant de bien manger pour rassembler ses forces afin d'affronter ces brutes. Kai a été touché par cette sincère inquiétude et a esquissé un léger sourire, un simple geste qui a fait sensation chez les étudiantes charmées par son sourire. Kanto était troublé par l'intérêt des étudiantes pour Kai et a chuchoté à Kai de ne pas sourire de cette manière nonchalante. Pendant ce temps, dans le club, Lorelna attendait avec impatience, en colère que CIEN ne soit pas encore arrivé. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.